Monsieur le député, monsieur le sénateur, madame le conseiller de Paris et d'Île-de-France, monsieur le conseiller de Paris, madame Royer, monsieur Lafont, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment ravie de vous accueillir au premier événement du McCourt Institute, ici à Sciences Po, un des membres fondateurs de notre institut, dont je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Un grand merci à Sciences Po, à toute l'équipe de Sciences Po qui nous a permis de tenir ce premier événement ce soir. Juste avant de démarrer les débats, je souhaitais présenter rapidement le McCourt Institute et ce que nous faisons. Lancé en 2022, donc très récemment, un partenariat entre Sciences Po et Georgetown University. Le McCourt Institute a comme objectif de vraiment travailler sur la technologie pour le bien commun. C'est une initiative visionnaire qui vise à transformer le fonctionnement de l'Internet et créer une économie numérique aussi surtout plus juste. Nous souhaitons œuvrer pour que la gouvernance numérique soit intégrée dans le développement des nouvelles technologies. On en parlera un peu ce soir parce que la technologie avance très vite et la gouvernance est trop souvent oubliée. En plus de soutenir la recherche, le McCourt Institute, on espère, jouera un rôle fédérateur pour rassembler des technologistes, des spécialistes des sciences sociales, des spécialistes de la gouvernance et des acteurs de la vie publique et privée. Un grand merci à Dominique Cardon et Jacques-Henri Hérault qui vont animer ce premier débat de l'Institut. Dominique Cardon est le directeur de Media Lab à Sciences Po. Le Media Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire qui explore les relations entre le numérique et toutes les différentes facettes de notre société. Jacques-Henri Hérault est le président de McCourt Europe. Il est aussi professeur affilié au Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po. Et il est surtout l'homme derrière ce projet extraordinaire qui a fait que McCourt Institute a ce grand partenariat avec Sciences Po. Dominique, Jacques-Henri, je vous en prie. Merci. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci au McCourt Institute d'avoir eu l'initiative de mettre le numérique en débat ce soir avec un panel d'invités particulièrement pertinent pour la discussion qu'on va avoir. Et juste pour l'introduire très rapidement, parce qu'on est là pour entendre ce débat, on pourrait dire d'abord que le numérique est partout. Il est partout dans nos vies, il est dans nos économies, il est dans nos relations sociales, il est dans l'attention qui est beaucoup captée par nos outils, il est en train de transformer les marchés, la politique, l'information et de jouer un rôle absolument central dans nos vies. Et pourtant, il est assez peu présent dans la campagne électorale. Et c'est la question qu'on a vraiment envie de se poser ce soir, et c'est la raison pour laquelle on est si heureux de vous recevoir aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi le numérique ne fait pas débat dans les enjeux de la présidentielle pour l'instant, mais peut-être que vous allez nous aider à y voir plus clair. Est-ce que c'est parce que finalement ces grands enjeux sont si fondamentaux et si transverses qu'ils font plus ou moins consensus, ou bien est-ce que vous allez nous l'apprendre? Est-ce qu'il y a des différentes forces entre les positions de vos candidats et les programmes que vous soutenez sur les grands enjeux du numérique? Et je suis sûr que la table ronde va faire apparaître ces différences. Mais est-ce que ces différences, parce que nous sommes à Sciences Po, est-ce que ces différences, on peut les recaler sur un axe politique droite-gauche traditionnel? Est-ce que c'est un axe souveraineté nationale, mondialisation? Est-ce que c'est un axe autour des valeurs du bien commun ou des formes de commercialisation? Est-ce que c'est un axe autour des inégalités d'accès au numérique? Quelle est la place de l'environnement dans ces affaires? Quelle est la place des grands enjeux de régulation? Et ça va être une des questions sur lesquelles, avec Jacques-Henri, on va beaucoup vous interroger des grands acteurs du numérique. Et puis peut-être une question aussi sur le futur de nos sociétés et le futur de la place de la technologie dans nos sociétés. Est-ce qu'il faut suivre un grand train du progrès technologique et de l'innovation technologique parce que ce train serait parti de façon automatique, ou est-ce qu'il faut contrôler la vitesse du train? Est-ce qu'il faut l'emmener sur une autre voie? Est-ce qu'il faut transformer aussi les technologies du numérique ou la place de l'innovation dans nos sociétés? Alors voilà, j'ai été très rapide, mais je voudrais dire qu'on a
énormément de questions à vous poser et qu'on a vraiment envie de vous entendre sur ces différents sujets. Et je passe la parole à Jacques-Henri. Merci Dominique. Merci à Scheherazade. Merci à vous tous d'être si nombreux ce soir pour notre premier événement. Et encore un immense remerciement à Sciences Po, à toutes ces équipes pour nous avoir si gentiment accompagnés. C'est un tandem ici à Paris, Sciences Po et l'Institut McCourt. Et on espère que ce premier événement sera le début d'une longue série. L'idée, c'est de rentrer dans le vif du sujet, d'aller, si je puis dire, droit au but. Et on va le faire avec des étudiants qui vont animer cette discussion une fois que nos orateurs auront partagé avec nous, avec vous, leur vision en 3 minutes. À Sciences Po, on a l'habitude de faire des exposés de 10 minutes, mais ici, ce sera 3 pour vous, du futur, ou en tout cas de la gouvernance d'Internet et du web, plus exactement aujourd'hui. Le web, ça a été quelque chose de très important dans ma vie d'individu. J'ai eu un premier compte CompuServe en 1993. J'ai vécu les espoirs du Web 1.0. Je vis aujourd'hui les désillusions du Web 2.0 et j'attends avec impatience les promesses du Web 3.0. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble. Alors, on veut faire quelque chose d'assez interactif. Vous pouvez live tweeter comme bon vous semble. Vous avez aussi un site slido.com, slido.com. Et vous pouvez, avec ce hashtag MI majuscule events, poser les questions que vous voudriez poser à nos orateurs du soir. Donc n'hésitez pas. Évidemment, on essaiera de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'interactivité. Je voulais vous dire aussi que nous avons des représentants de candidats importants. Alors je ne sais pas si on peut dire principaux candidats. Je voulais simplement signaler que manque ce soir le représentant du Rassemblement national que nous avions invité. C'était le député européen Jeanlin Lacapelle qui nous avait dit qu'il viendrait, mais qui a dû décommander, je crois, à la dernière minute. J'en suis désolé, mais en tout cas, je voulais bien préciser que nous avions pris soin d'inviter les représentants de tous les principaux candidats. J'aurais aimé entendre Jean Lassalle parler de sa vision du numérique. Je suis sûr qu'elle aurait été d'ailleurs passionnante. Je le dis sans ironie du tout, mais il a fallu faire une sélection. Donc voilà, je vais passer la parole à Alex et Ryan, qui sont nos 2 étudiants et qui vont présenter nos orateurs. Merci. Donc, dans un premier temps, nous sommes ravis d'accueillir M. Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor pour le parti La République En Marche depuis 2017. Vous êtes membre de la Commission des Affaires européennes et membre de la Commission des Affaires économiques. Vous coprésidez le groupe d'études d'économie de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle, et vous favorisez activement les initiatives liées à l'open data et à l'expansion de la fibre en France. De juin à décembre 2020, vous êtes sollicité par l'exécutif en tant que parlementaire en mission, vous permettant ainsi de travailler de manière transversale avec les différents ministères. Merci beaucoup d'être ici. Applaudissez. Par la suite, donc, nous sommes ravis d'être en présence de M. Rémi Cardon. Vous êtes le conseiller en charge du numérique pour Anne Hidalgo, candidate pour le Parti socialiste. Vous êtes secrétaire de la Commission des affaires économiques et délégué sénatorial aux entreprises. Et selon Wikipédia, vous êtes le plus jeune sénateur de l'histoire de la Ve République. Vous avez pu parfaire votre affinité pour le numérique en travaillant dans le privé, en tant que cadre pour des entreprises spécialisées dans la gestion de solutions digitales pour les particuliers. Merci beaucoup d'être ici. Nelly Garnier, vous êtes la conseillère en charge du numérique pour Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains. En parallèle, vous exercez en tant que conseillère régionale, conseillère de la ville de Paris et déléguée spéciale en charge de la Smart Région au sein de l'exécutif d'Île-de-France. Vous êtes graduée de Sciences Po et de la Sorbonne et vous êtes experte en communication stratégique auprès des dirigeants, notamment ce qui a trait aux enjeux émergents comme le numérique. Merci beaucoup. Est également présent avec nous ce soir Samuel Lafont. Donc, vous êtes le directeur de la stratégie numérique du candidat Éric Zemmour.
Votre parcours politique a commencé en 2007 avec votre engagement au sein du syndicat étudiant de l'UNI. Puis vous avez rejoint l'UMP, vous avez fait campagne active en 2012 et en 2017 pour les candidats Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et en 2022, vous avez décidé de rompre avec la droite traditionnelle et vous avez décidé de rejoindre le candidat Éric Zemmour. Vous avez, en parallèle à votre activité politique, vous avez aussi fondé un média indépendant, Damoclès, qui se positionne fortement sur les enjeux migratoires. Merci et bienvenue. Merci. Nous avons aussi avec nous Sylvain Réfaud pour représenter le candidat écologiste Yannick Jadot. Ingénieur de formation, vous avez fondé en 2017 un cabinet de conseil en stratégie numérique publique. Et depuis 2016, vous êtes élu à la mairie de Paris, élu adjoint à la mairie de Paris du 10e arrondissement. Depuis 2020, vous êtes aussi conseiller à la ville de Paris et vous coprésidez le groupe écologiste social et citoyen de la grande métropole de Paris. Votre engagement est notamment porté sur la démocratie locale et ouverte. Merci. Et enfin, nous accueillons pour ce débat Gilles Maudroyer, responsable des outils numériques de la France Insoumise et de la campagne de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc, après avoir étudié l'écologie et la sociologie à l'ENS Cachan, vous avez décidé en 2016 de rejoindre la France Insoumise et de développer des outils numériques comme Action Populaire, qui est un outil qui permet de mobiliser et de coordonner l'action des militants sur le terrain. Merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir. Alors, nous allons maintenant nous livrer un petit premier exercice simple dans lequel Jacques-Henri vous a rappelé les règles, qui est vous demander vraiment 3 minutes d'essayer de préciser parmi les différents enjeux du numérique, mais notamment ceux relatifs à la gouvernance du numérique, d'essayer de nous dire quelles sont les priorités de vos candidats. Et je crois que c'est Éric Bothorel qui va commencer ce jeu. On va devoir être avec Jacques-Henri un tout petit peu ferme sur les 3 minutes pour qu'ensuite vous puissiez débattre entre vous. Merci. J'ai déjà une réputation. Alors, en plus, moi, je suis représentant de quelqu'un qui n'est pas candidat, en tout cas pas pour le moment. Donc, vous conviendrez que je ne vous présente pas forcément le programme du candidat, qui le sera, je l'espère, avant le premier tour. Et j'évoquerai plutôt avec vous ce qui a été accompli dans ce quinquennat. Et puis, je terminerai volontiers par des éléments peut-être un peu plus personnels ou tirés de mon expérience de parlementaire investissant le champ du numérique. D'abord dire par rapport à tout ce que vous avez annoncé que, évidemment, le numérique, il est partout. En même temps, on ne le voit pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas assez? Mais quand il n'est pas là, il manque. Il a fallu faire des efforts extrêmement conséquents pour lutter contre une forme d'électronisme. La première d'entre elles, c'est effectivement de ne pas avoir accès au réseau. Je veux juste se rappeler qu'en l'espace de 5 ans, on est passé de 20% des logements raccordables à plus de 80% à la fibre et qu'on a basculé quasiment 90% des sites en 4G, ce qui a permis d'ailleurs de lutter contre la pandémie. Et je mets volontiers des éléments sur les zones blanches. On n'est pas resté inactif sur le champ bien sûr de la gouvernance, ou en tout cas de la régulation. Le terme de la gouvernance méritera peut-être d'être qualifié. Le mot de gouvernance du numérique méritera aussi peut-être d'être précisé pour éviter que nous parlions de choses différentes. Mais un certain nombre de textes de loi sont intervenus ces derniers mois, s'agissant notamment de la lutte contre les contenus haineux, de la lutte contre la désinformation en période électorale, un certain nombre de choses aussi sur la publicité, en fait, les revenus publicitaires sur des sites illicites, la lutte contre des sites miroirs qui propulsent des contenus haineux. Bref, un certain nombre d'objets qui ont été portés dans différents textes de loi, différents véhicules, et qui ont permis une amélioration, il me semble, en tout cas, un renforcement de la protection des usagers et des consommateurs. Il y a eu aussi bien d'autres choses sur finalement la stimulation de l'écosystème, parce qu'on peut parler du numérique. Moi, j'assume d'être la Startup Nation à 100%. C'est 1 million d'emplois directs ou indirects. Je veux bien qu'on se tire un trait dessus, mais le moment venu, la souveraineté, elle passe aussi par la capacité d'avoir des excellences en matière de filières de formation et des débouchés pour les uns et pour les autres. Je vais m'arrêter là sur des éléments qui ne sont pas des éléments programmatiques, mais qui sont des éléments finalement de constat, de réalisation, parce que comme vous allez être ferme sur le temps, je vais être ferme sur celui qui me reste, 40 secondes, pour partager un point de vue un peu plus personnel. J'ai un mot, moi, fétiche, qui a conduit la plupart de mon action depuis 4 ans à l'Assemblée nationale, depuis 30 ans dans le monde du numérique, c'est celui de la sérendipité. Et la difficulté devant laquelle on se trouve, en définitive, et la puissance publique et les autorités sont confrontées à ce problème-là, c'est comment on trouve la ligne de crête entre stimuler l'innovation et permettre l'innovation naissante
dans notre pays, tout en se préservant des effets néfastes que l'on ne peut pas prédéterminer à l'avance par le fait du côté extrêmement intrinsèque et consubstantiel du numérique, qu'est la sérendipité et donc l'imprévisibilité d'un certain nombre de choses. Voilà les éléments avec lesquels nous devons concilier et voilà les éléments avec lesquels nous devrons concilier. Merci, bravo. C'est vraiment là, vous êtes formidable. Absolument remarquable. Et donc, je passe la parole à Rémi Cardon. Merci pour l'invitation. Merci de mettre ce débat qui est donc en gros la gouvernance du numérique en France et la stratégie qu'on doit monter. J'aime bien ce slogan, je commencerai par là, c'est-à-dire que la technologie au service du bien commun. Aujourd'hui, avec un marché sur lequel les GAFAM ont un poids assez conséquent, elle a encore plus de sens. C'est-à-dire qu'il faut renverser la courbe. C'est une petite parenthèse pour venir au sujet. Je pense que la gouvernance du numérique, aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas été réfléchie par le gouvernement. Et en plus, je dirais, pour aller plus loin, c'est Cédrico qui le dit lui-même, qu'il est en manque de moyens, en ayant un malheureux secrétariat d'État et non un ministère avec de nombreux services pour travailler sur le sujet, et un manque de collaborateurs. Je fais que répéter suite à des auditions, puisque j'ai eu l'occasion de l'auditionner sur différents sujets. Donc, force est de constater que déjà, l'appareil de l'État ne s'est pas préparé à cette transition du numérique. C'est la raison pour laquelle il faut mettre un ministère, un vrai ministère, avec des services qui vont travailler sur la partie infra, ça a été dit, sur l'aménagement du territoire, sur la capacité à rendre accessible notre service public. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a voulu accélérer l'implantation de France Service et de conseils numériques, chose qui n'avait pas été faite par le précédent mandature, et c'est très bien. Par contre, il y a un en même temps là-dedans, c'est que, en tout cas dans nos territoires, on ressent qu'il y aura de nombreuses personnes qui vont être délaissées sur le côté, parce qu'ils ne sont pas en capacité de gérer cette capacité, cette capacité à utiliser en tout cas les formulaires de l'administration qui a été propulsée récemment. Ensuite, il y a aussi d'autres parties sur la partie plateforme, le contrôle, l'encadrement du marché des plateformes, notamment sur la partie du droit du travail, sur lequel vous avez bien vu les nombreux débats qui ont fait flop sur l'utilisation des plateformes comme Uber, Deliveroo, etc., sur le statut notamment de leurs salariés, qui ne sont pas considérés comme des salariés, je fais exprès de le dire comme ça. Il faudrait qu'on s'empare de ce sujet en France. Également sur la partie environnementale, les conséquences du numérique sur la partie environnementale, on ne peut pas fermer les yeux par rapport à ça. Donc il y a des choses à propulser et je pense que c'est un sujet dans le débat. Et puis sur le marché, je pense faut arrêter aussi cette idée de la concurrence pure et parfaite, tout va bien, on laisse rouler le marché et puis on va s'en sortir. La raison, le constat, il est qu'aujourd'hui, malheureusement, 70% des parts de marché sont monopolisées par les GAFAM et que, par exemple, juste à titre d'exemple, Amazon détient, je crois si c'est pas 60 ou 70% des données du CAC 40. Donc, vous voyez la certaine dépendance qui a été propulsée malheureusement par les puissants, on va dire les géants du numérique. Et c'est la raison pour laquelle l'État doit effectivement nous protéger face à ça et que la technologie soit au service du bien commun et pas l'inverse. Voilà. Est-ce que j'ai respecté le temps ? Absolument, merci beaucoup. Et je passe la parole à Nelly Garnier. Bonsoir. On entend ou pas là ? Non, prends le micro peut-être. On n'entend pas, prendre le micro peut-être, je pense, ouais. Comme ça, j'espère qu'il n'a pas le Covid. Bonsoir. Effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui est marquant, c'est qu'on ne parle pas vraiment du numérique dans la campagne ou qu'on en parle comme un sous-sujet. Et je pense que c'est lié au fait qu'on a réduit le numérique à une question très, très technique, technologique, à un sous-sujet de l'économie, et qu'on n'a pas vu qu'on vivait une révolution, vous l'avez dit, dans le monde du travail, une révolution démocratique, une révolution dans l'économie qui touche la finance, qui touche l'industrie. Et donc, parce qu'il y a eu
aussi un manque de culture et de compréhension de ces enjeux du numérique chez le régulateur, chez le législateur, chez la classe politique et aussi chez les médias qui ont ce rôle de diffusion auprès de l'opinion publique. La réalité, c'est que le numérique, ça touche tous nos aspects. Le reproche que je ferais à la vision de la Startup Nation, c'est qu'on s'est dit finalement, le numérique, c'est un sous-sujet de l'économie pour une sous-classe qui est les urbains, qui sont sur un secteur de l'économie. On a, ne serait-ce qu'en symbolique, on a exclu une partie de la population. Le numérique, ça touche tous nos sujets, et donc dans la campagne de Valérie Pécresse, on l'a pensé en lien avec la philosophie globale du projet, qui est d'un côté, libérer les initiatives, libérer les entreprises, libérer l'innovation là où elle doit être libérée, et puis que l'État soit à sa place là où il doit être, sur la régulation, sur la souveraineté, sur l'enjeu de planification parfois, ce qui peut être le cas en termes de compétences. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pense à la fois repenser ce qu'est le statut de l'État et de se dire, on l'a vu, on en reparlera, le Health Data Hub, j'en parle tout de suite parce que c'est un sujet qui a beaucoup marqué, qui a été de dire, finalement, nos données santé, on a voulu les confier sans appel d'offres à un acteur américain, et puis on a vu que les acteurs n'avaient pas confiance pour donner leurs données, et donc ça veut dire les données, vous savez qu'on rentre dans le monde de la donnée, les données stratégiques, il y a certains enjeux comme ceux-là sur lesquels l'État doit être présent, l'État doit apporter son rôle de protection des citoyens et de protection des enjeux de la France, et puis d'un autre côté, il doit laisser la place là où il faut libérer les initiatives avec le terrain économique, aussi penser à former les talents pour libérer nos entreprises. Et donc, je suis courte, mais je dresse juste quelques pistes pour dire vraiment que c'est autour de cet axe qu'on pense notre projet, mais ce n'est pas un sous-sujet de l'économie. C'est pour ça que je rejoindrai, à mon avis, un certain nombre de mes camarades pour dire que ça doit être un ministère plein en termes de gouvernance, et ça doit être un ministère qui n'est pas dépendant de l'économie, qui est rattaché, qui est central et qui vient irriguer aujourd'hui toutes les politiques publiques. Merci beaucoup Nelly Garnier. Tout le monde respecte magnifiquement le temps, donc vous allez avoir le temps de débattre entre vous. Je passe la parole à Samuel Lafont. Bonsoir à tous. Merci au McCourt Institute et à Sciences Po pour cette invitation. Je pense que ce débat est vraiment intéressant. Vous allez le voir parce qu'on va traiter d'un sujet qui est effectivement très peu traité dans la campagne. Et votre présentation m'a tout particulièrement plu parce qu'il me semble qu'il y a des éléments qui sont tout à fait transpartisans dans ce dont on va parler. Moi, ce que je vous invite à faire là, ce soir tous ensemble, c'est qu'on arrive à se projeter sur qu'est-ce qu'on veut pour la France en 2030, 2040, 2050. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Qu'est-ce qu'on veut avoir sur l'ensemble du territoire national, hors des métropoles ? Est-ce qu'on veut une France puissante et qui s'inscrit dans le Web 3, ou est-ce qu'on veut une France qui est à la ramasse des États-Unis, donc des GAFAM ou des BATX chinois ? C'est une vraie question qu'on doit se poser maintenant, parce qu'effectivement, on a un enjeu qui est de réparer ce qui a pu être mal fait par la droite, la gauche, peu importe, par ce qui est dans le passé. Mais ce qui est le plus important maintenant pour nous tous, c'est de se dire qu'en fait, on a une nouvelle opportunité. On peut faire de la France un champion, une grande puissance, notamment en garantissant notre souveraineté numérique, mais également en soutenant nos grands champions français qui sont en devenir. Il faut le faire dès maintenant, parce qu'après-demain, il sera trop tard. Également, un deuxième thème qui est important pour moi, et pour la campagne d'Éric Zemmour, c'est de diminuer autant que faire se peut, l'annuler, la supprimer, la fracture rurale et la fracture qu'il y a avec la France périphérique. Parce qu'effectivement, on parle de connexion, là on va parler des métropoles, on parle de grandes entreprises, mais ce qui est important, c'est que chaque Français sur le territoire national puisse avoir une connexion. En plus, on sait que maintenant, avec ce qui s'est passé suite au Covid et que le développement du télétravail, on a l'opportunité de travailler à distance, on peut créer, on peut être dans une ville moyenne, dans un village, et créer. Et l'idée, c'est que pour faire ça, il faut avoir une bonne connexion. Il faut simplement avoir une bonne connexion. Les Français qui habitent dans les campagnes ne sont pas moins créatifs que les Français qui habitent dans les grandes métropoles. Et donc, il faut leur donner cette possibilité. Et on peut avoir des géants qui vont naître un peu partout sur le territoire, mais seulement si on a conscience de ça. Enfin, j'aimerais qu'on parle du niveau du numérique dans les campagnes politiques en 2022 pour la présidentielle. Et je serais ravi de répondre à vos questions sur le sujet parce qu'il faut qu'on fasse un constat. Vous savez, quand il y a eu la campagne de Barack Obama, la première, tous les médias français étaient baba, en disant c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est génial, il y a plein d'innovations. Certes, il y a eu beaucoup d'innovations. Donald Trump aussi a fait beaucoup d'innovations. Les démocrates avant avaient déjà innové, les républicains aussi. Et à chaque fois, on nous dit ça, les médias nous en parlent. Et à chaque fois, quand on arrive en campagne, on a l'impression qu'on est à la ramasse.
véritablement. Et la plupart de nos politiques, je me dis que si véritablement ils avaient un enjeu pour le numérique en général, pour la France, pour l'Europe et pour nos citoyens, eh bien, ils mettraient un peu plus de moyens, ils accorderaient un peu plus de temps et d'écoute aux enjeux du numérique dans une campagne électorale. Et quand je vois le niveau, malheureusement, des campagnes numériques en France aujourd'hui, je me dis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci pour ces pièces livrées à la discussion qui va suivre, Samuel Lafont, et je passe la parole à Sylvain Réfaud. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, sur les questions de régulation, on va pouvoir y revenir. Je voulais juste dire en préambule que je suis représentant ici d'un candidat qui est député européen. Et c'est aussi à cette échelle-là qu'il faut qu'on soit capable de se projeter sur des enjeux de régulation. Pour préparer cette discussion, on m'a demandé de donner 2 mots-clés, et donc je vais vous les donner. Sobriété et inclusion. On a des outils numériques qui sont de plus en plus présents, qui sont omniprésents, ça a été dit, dans nos vies quotidiennes, dans la façon dont on fait nos démarches, dans la façon dont on communique entre nous, dans la façon dont on socialise maintenant aussi. Et donc, c'est des outils qui sont extrêmement centraux et effectivement une montée en gamme, une montée en charge qui n'est pas totalement maîtrisée, semble-t-il. En 2019, le numérique était à l'origine de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, en croissance de 6%. C'est une trajectoire qui est juste insoutenable du point de vue du respect des accords de Paris, si on veut se limiter à 2 degrés de réchauffement à l'échelle du siècle. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts sur cette dimension-là. Et si on veut dire le numérique pour le bien commun, les actions qu'on veut engager, la façon dont on se projette aussi, c'est comment est-ce qu'on rend le numérique plus responsable, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre l'obsolescence programmée, le renouvellement incessant des terminaux. Un terminal, un téléphone, il contient 70 matières différentes, des métaux rares, ça fait intervenir des mines. Et on doit être en capacité de lutter contre le renouvellement incessant de ces terminaux, la pollution informationnelle aussi, tout le marketing qui est là et qui occupe aussi de grandes places sur les serveurs. Voilà, je voulais insister sur cette dimension-là. Il y a toute une réflexion très complète à avoir sur cet aspect qui est crucial si on veut tenir nos engagements de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, il y a la question de l'inclusion, parce qu'aujourd'hui, il y a entre 15 et 30% des Françaises et des Français, suivant les différentes études qui sont rendues publiques, qui soit se sentent pas du tout capables de faire la moindre démarche en ligne, soit qui se sentent très mal à l'aise avec cela. Et donc c'est un enjeu essentiel parce qu'on dématérialise un certain nombre de procédures dans les services publics notamment, mais dans énormément de champs. Et on est en train de perdre une grande part de la population avec ça. Et puis il y a la question des réseaux, on pourrait y revenir aussi. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité devant l'accès au réseau et c'est très dommage. Merci beaucoup Sylvain Réfaud et je passe la parole pour l'intervention de Gilles-Maude Royer. Merci. Ce micro fonctionne ? Oui. Merci pour l'invitation. Bon, ce qui est certain, et je pense que c'est pour ça qu'on peut faire des débats sur la technologie au service du bien commun, c'est que la révolution numérique est une chance potentielle pour l'humanité. La mise en réseau que permet le numérique, avant d'être de la puissance de calcul dans l'informatique, elle permet la circulation des idées et des connaissances à un niveau qu'on n'a jamais connu auparavant, jamais dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, on le voit, les multinationales ont réussi à se l'accaparer à leur profit, à privatiser un certain nombre de données qui pourraient être utiles au bien commun. Donc il y a un enjeu démocratique, économique et social si vous voulez, remettre refaire du numérique un bien commun mondial pour qu'il puisse répondre à toutes les attentes et que ce soit un numérique qui réponde à l'intérêt général. Bien commun, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part rétablir la souveraineté des États et des peuples sur la manière dont est organisé le réseau, sur la manière dont est organisée l'économie numérique, ce qui, pour la plus grande part, n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça veut dire d'autre part que tout le monde puisse profiter de ce que permet le numérique aujourd'hui. Et on a aujourd'hui encore 20% des gens, en France notamment, on estime, qui ne savent pas correctement utiliser les outils numériques. Donc ça veut dire que tout ce qui est offert par le numérique
n'est pas accessible pour ces personnes-là, et ça crée des inégalités qui sont évidemment énormes. On m'avait aussi demandé de me concentrer sur 2 mots-clés et 2 propositions en introduction. Je voulais donc mettre en avant 2 propositions qui font partie de notre programme. La première, c'est de constitutionnaliser le droit à un accès à Internet pour tous. Ça veut dire, ça a plusieurs conséquences, bien entendu, parce qu'il faut se donner les moyens de le faire. Ça veut dire repasser sous contrôle public un certain nombre d'infrastructures de télécommunications. Ça veut dire mettre en place, avec les opérateurs, un forfait avec une garantie très haut débit qui soit accessible à tous, quels que soient ses moyens. On a à peu près le même modèle, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans notre programme. On considère que dès lors qu'il y a des biens communs qui sont nécessaires à tous, ils doivent être gratuits. C'est le cas pour l'énergie, c'est le cas pour l'eau, c'est quelque chose qu'on retrouve, voilà, et qu'on remet dans le numérique au même titre que ces autres points. Et d'autre part, j'étais sur l'accès minimal à Internet. Il faut continuer à lutter, et ça c'est la question de la souveraineté, pour la neutralité du net et contre la dynamique actuelle de privatisation des infrastructures du réseau. Notamment, vous avez tous les câbles transatlantiques qui commencent à être de plus en plus rachetés par Netflix, créés par Google, etc. On a besoin de rétablir la propriété nationale sur notamment des entreprises comme Alcatel Submarine Network qui permettront de développer un réseau qui soit organisé par l'État et qui permette notamment de garantir la couverture fibre et l'accès à tout le monde d'Internet à un horizon dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors, Gilles Maudroyer, donc on a, je crois, il faut que je vous parle d'un sondage. Voilà, on va vous demander avec la petite application, alors ça va sûrement apparaître sur l'écran, l'application Slido. Vous voyez parmi les propositions suivantes, donc vous vous connectez assez facilement, semble-t-il, à Slido et vous avez un code barre. On va vous demander de hiérarchiser pour vous les ordres de priorité, des thèmes d'enjeux de politique publique sur le numérique qui vous semblent les plus importants. Et l'exercice auquel vous venez de vous livrer, voilà, est très intéressant parce qu'on a vu à la fois des choses communes et en même temps des choses différentes. Et pendant que vous répondez, puis ensuite vous allez discuter avec la salle, mais je voudrais, avec Jacques-Henri, on va essayer de relancer un peu le débat. Et pour le relancer, vous inviter à faire des réponses courtes et à discuter le plus possible entre vous. Il y a quelque chose qui m'est apparu comme ça, parmi beaucoup d'autres, mais qui est la question du que faire. Donc projetons-nous avec vos candidats de quelle va être la politique qu'ils vont mettre en œuvre, et surtout quelle est l'échelle. Parce qu'on a le sentiment que, mettons les dossiers de régulation, et mettons, parce que beaucoup de choses ont été tentées, la propriété des données, la taxation ou bien la régulation des plateformes, modération des contenus. Est-ce qu'on est à un niveau national? Est-ce qu'on est à un niveau européen? Quelle est finalement la manière de prendre en charge le dossier pour faire avancer un certain nombre de questions sur un diagnostic qui vous semble assez commun, qui est la présence des entreprises américaines et des GAFA? J'ai peut-être demandé à Éric Bothorel de commencer sur cette question. La question est vaste. Je ne sais pas si j'ai 3 minutes de nouveau, mais... non, mais d'abord, vous avez raison de rappeler que l'échelon de régulation pertinent, c'est probablement l'Europe. Pour une raison simple, c'est que si on veut livrer la compétition au bloc Asie, au bloc américain, et susciter l'innovation qui permette de faire naître des acteurs qui soient en capacité de livrer cette compétition, alors il faut qu'il y ait un cadre harmonieux, à la fois économique, social et régulatoire des pratiques au sein de l'Union européenne. Et ensuite, réaffirmer finalement cette sensibilité d'une troisième voie qui n'est pas le Far West américain ni le Big Brother chinois, qui semble se dessiner au travers d'éléments de texte structurants comme le Règlement général de protection des données. Moi, j'aime à rappeler quand même qu'on a 2 textes qui vont aller plus vite que ce qui était envisagé à l'origine dans leur adoption, qui est le DSA et le DMA, qui vont avoir des rôles extrêmement importants. Vous savez, c'est pas très compliqué de savoir s'ils vont avoir un rôle important. Vous regardez la réaction des acteurs qui sont concernés. Quand Mark Zuckerberg dit la semaine dernière, si jamais vous faites le DSA, je vais être obligé de couper les services, on lui répond so what, mais ça veut probablement dire qu'il y a un petit sujet de pertinence, en tout cas de la portée de ces textes. J'aime rappeler que la France a d'ailleurs choisi non pas transcrire, parce que je suis ici à Sciences Po et vous êtes tous très précis sur les termes à utiliser en matière de logistique, mais en tout cas on a traduit une partie du DSA dans un texte qui a été adopté dans le courant de cet été. C'est dire si on était à la fois moteur et promoteur de ces grands principes
qui trouvent un consensus et une forme de compromis. Ce n'est pas toujours facile à l'échelle de l'Union européenne, parce qu'on a des variations entre le nord de l'Europe, entre les parties plus latines, sur la façon dont on appréhende à la fois les questions de souveraineté. Franchement, quand vous lâchez le mot de souveraineté à certains pays d'Europe du Nord, ils ne vous répondent pas de la même manière. Et donc ça, c'est des axes sur lesquels il va falloir continuer. Et enfin, je pense qu'il y a un sujet qui est tout à fait clé. Il faut enrôler les citoyens aussi dans la capacité finalement d'avoir une action à la fois de modération et d'orientation des pratiques sur les réseaux. Imaginez que ça va être des men in black en Europe qui vont aller se cogner l'auditabilité des algorithmes des plateformes. C'est totalement illusoire. Les choses sont extrêmement complexes, les programmes sont propriétaires, les trucs sont... c'est du code qui n'est pas totalement accessible. Moi, je crois au principe des communs, je crois à la libération de la donnée, et je crois que par l'interprétation de ces données par les puissances à la fois scientifiques et les citoyens, il y a moyen de révéler les choses qui déconnent, il y a moyen de corriger les biais, et il y a moyen de faire en sorte, finalement, dans sa consommation, dans son utilisation des plateformes, et bien de faire en sorte de pouvoir leur donner les orientations qui correspondent à nos attentes. Alors, moi, j'ai envie, du coup, de renvoyer la question vers Samuel Lafont. Une souveraineté numérique, est-ce que c'est une souveraineté française ou est-ce que, comme l'a indiqué Éric Bothorel, l'échelon est européen? Justement, j'allais vous répondre sur l'échelon français. Je pense qu'on peut faire déjà beaucoup de choses au niveau français. Ça n'empêche pas d'avoir des accords avec des partenaires européens comme on en a eu depuis des décennies. En revanche, ce qu'il faut véritablement voir, là on parle encore de réparer. Enfin, on a pas mal à l'esprit l'idée de réparer, et je répète ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai envie qu'on se projette. Qu'est-ce qu'on fait en France pour le Bitcoin? Quelle est la position de l'État sur le Bitcoin? Qu'est-ce qu'on fait sur les cryptos en général? Est-ce qu'on croit dans les NFT? Qu'est-ce que la France va faire là-dessus? Et en fait, si l'État se contente et les dirigeants de dire « Ah, c'est pas mal, c'est nouveau, ça pourrait être intéressant, on va regarder », mais qu'il n'y a aucun investissement public, il n'y a aucune incitation fiscale à investir dans ces éléments-là, eh bien concrètement, dans des années, on sera dépassé très rapidement et on se dira « Ah, on a encore loupé le coche ». Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je tiens à insister, parce que si on se contente de regarder la caravane passer, on aura encore des grands regrets. Et il y a des enjeux très importants derrière, parce que c'est la situation économique de la France qui est en question, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est l'industrialisation de la France. Il y a énormément d'enjeux qui sont des conséquences de prise de conscience par l'État qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il ne faut pas qu'on se rende compte dans 10 ans qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et là, on a l'opportunité, avec ce genre de débat, de faire en sorte qu'un maximum de gens, quelle que soit d'ailleurs leur position politique, puissent se dire « Ah oui, en fait, il y a un enjeu sur lequel la France peut être très forte. » Vous savez, on a vu le Japon se développer très rapidement sur certaines technologies. La Corée est sortie quasiment de nulle part et s'est développée très rapidement. Eh bien, la France peut à nouveau être un grand champion très rapidement en quelques années. Mais il faut qu'on fasse les bons paris et qu'on se positionne dès maintenant sur les enjeux de demain. Qui veut? Sylvain Réfaux, peut-être, parce que là aussi, sur les enjeux que vous avez soulignés sur l'environnement, quelle est la bonne échelle et quelle serait la manière de faire bouger les choses? Oui, c'est déjà l'échelle européenne, évidemment, qui est l'échelle pertinente. Je voulais rappeler, parce que j'ai attiré l'attention particulièrement sur les enjeux de sobriété et d'inclusion. Il y a aussi la question des libertés publiques, et c'est tout le débat qu'il y a autour de la régulation des GAFAM, et donc c'est une avancée qui a été saluée par nos députés européens avec le Digital Act européen qui a été adopté récemment, et donc on voit qu'on va dans la bonne direction. Je voulais rappeler que c'est un eurodéputé allemand, écologiste, qui a porté à bout de bras le règlement général sur la protection des données, qui est entré dans nos vies quotidiennes partout maintenant, et qui est un élément essentiel de protection des libertés publiques en Europe, et qui se décline de façon globale. Et ensuite, sur les ambitions, elles doivent être aussi européenne, l'émergence d'acteurs, de nouvelles filières, de nouveaux réseaux, ça doit être aussi au niveau européen. Et je voulais juste reprendre mon argument environnemental sur la question du Bitcoin, parce que la technologie n'est pas bonne en soi aussi. Enfin, je pense qu'il faut être capable de l'interroger. Moi, je pense qu'on doit chercher, on doit être capable effectivement de se projeter et d'innover. Mais est-ce que vous savez combien de litres d'essence représente un bitcoin? Parce que les bitcoins, en fait, il faut pomper. C'est comme les Shadok. Non, mais c'est vrai, il faut les pomper pour les fabriquer. Donc, c'est des logiciels qui pompent. En Chine, la Chine est en train de réguler cette question-là en ce moment même, parce qu'un bitcoin, pour fabriquer un bitcoin, il faut 61 litres d'essence. Et donc on voit là qu'on est en train d'inventer une économie qui peut être séduisante dans la façon dont elle amène
des monnaies complémentaires, etc. Mais en même temps, on est sur quelque chose qui est dévastateur pour l'environnement. Et ensuite, sur les grandes plateformes à réguler, on est dans une économie de prédation. Booking.com fait la prédation du secteur hôtelier. Airbnb, je suis élu à Paris, Airbnb est en train de massacrer un certain nombre de quartiers de Paris. Et je pense que Nelly Garnier ne pourra pas me contredire. On a un besoin de régulation très locale sur ces questions-là, mais aussi une régulation européenne. Alors formidable, du coup, je passe la parole à Nelly Garnier parce qu'on a aussi envie de vous demander quel type de régulation vous envisagez dans ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, où vous séparez une régulation. Juste un point, Dominique. On m'indique que les micros marchent très très bien. Et que donc vous pouvez les mettre plus bas pour voilà, très bien. Pour le confort de notre audience. Non, moi je voudrais signaler 2 choses. En fait, vous nous avez demandé échelle française ou européenne. Et si vous remarquez, tout le monde a dit, finalement, face à des acteurs chinois ou américains, on est très fiers de nous parce qu'on régule à l'échelle européenne. Mais on ne se dit pas, est-ce qu'on peut avoir des acteurs européens en plus de ces acteurs chinois ou américains. Et là où moi je considère avec ma candidate qu'il y a eu une démission du gouvernement actuel, c'est que sur tous les sujets du cloud, de l'hébergement, des logiciels, on s'est dit bon, on a loupé le coche, donc maintenant on donne tout aux acteurs américains principalement, et puis on va aller négocier avec eux pour quand même être un peu en confiance. C'est le cloud de confiance. Sauf que la réalité, c'est qu'on se retrouve soumis à la législation américaine qui, par exemple, dit les renseignements américains, s'ils ont besoin d'avoir accès à des données de leurs entreprises partout dans le monde, ils peuvent le faire. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'on démissionne ou est-ce qu'on considère qu'on peut avoir des champions français ou européens, ça dépend des technologies, qui peuvent aller se mettre au même niveau que des acteurs, que des champions internationaux. Et pour cela, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait la même chose que font les Américains. On peut utiliser la commande publique, la précommande. Enfin, c'est quand même comme ça que les Américains ont réussi à produire le vaccin les premiers. Et en France, on peut se dire, comme dans le secteur de la défense, eh bien, si on veut avoir des acteurs français, si on veut avoir des acteurs européens sur l'hébergement, le logiciel, on va faire de la commande publique, on va faire de la précommande, on va faire un système de quotas et des choses qui vont nous permettre d'avancer. Parce que moi, se dire qu'on est fort parce qu'on régule au niveau européen, je trouve que c'est bien de réguler au niveau européen, mais c'est bien aussi d'avoir des champions européens. Et sur ce point, on n'est pas au rendez-vous. Alors Rémi Cardon, on a envie de vous demander dans la foulée, est-ce qu'il faut des champions ou de la régulation ? Il faut les deux. Mais les deux, mon capitaine. Non, je plaisante. Non, pour le coup, effectivement, l'échelle, ça a été dit, c'est au niveau européen qui paraît plus judicieux. Quand on voit le G2 avec les États-Unis et la Chine, on se dit que face à ces deux pays, il va falloir forcément partir armé dans le bon sens du terme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que on a déjà un point sur la commande publique, puisque c'est là-dessus je rejoins les propos qui ont été dits juste avant. C'est que, rien que sur un exemple très concret, sur le plan de relance au niveau européen, où 20% a été consacré au numérique. Sur ces 20%, j'ai posé 4 fois la question à 4 ministres différents pour essayer d'avoir une réponse. Combien, alors je ne demandais pas forcément un chiffre précis, mais au moins un pourcentage, combien a été consacré à des entreprises françaises, combien à des entreprises européennes, et pour le coup, j'ai jamais eu de réponse. Mais parce qu'effectivement, le chiffre était tellement alarmant qu'il n'a jamais été publié. Donc là-dessus, rien que sur la commande publique à l'échelon européen et à l'échelon national, il y a une vraie réflexion à avoir. Et notamment sur un rapport de la cybersécurité où j'ai travaillé au Sénat, je me suis rendu compte d'une chose quand on a auditionné, en partie, pour ne pas le citer, l'UGAP. L'UGAP, effectivement, en tout cas en matière de cybersécurité, propose malheureusement des offres uniquement américaines. Donc c'était rien que sur ce point-là. Non, mais voilà, j'étais aussi surpris comme vous lors des auditions. Je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, si en plus on alimente ça, c'est-à-dire qu'on au final, quand la commande publique flèche des solutions que américaines, ça veut dire qu'on alimente tout ça et on reste dans une dépendance. Donc pour le coup, il y a aussi une vraie réflexion à avoir et remettre, en tout cas, utiliser notre argent
public pour valoriser des entreprises européennes et françaises. Ça me paraît être du bon sens. Alors, sans faire un protectionnisme à tout va, voilà, mais en tout cas, pour équilibrer notre place dans le marché. Et puis, pour jouer un rôle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais là, derrière tout ça, il y a des enjeux géopolitiques qui sont hyper précis. Enfin, en tout cas, il faut le prendre en compte dans toute la stratégie. C'est que derrière tout ça, il y a, notamment sur les enjeux de cyber, c'est que, mine de rien, il n'y aura peut-être pas des guerres, je dirais, en présentiel, mais peut-être des guerres virtuelles. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir aussi mettre des moyens. Bon, il y a eu l'inauguration récente du cybercampus, c'était hier, je crois. Mais ça n'empêche que, vous voyez, qu'on commence à s'emparer du problème. Sauf qu'on a quelques années de retard. Mais je pense qu'on peut rattraper le retard. Alors, pour finir ce deuxième tour de table, je demandais à Gilles Maudroyer aussi d'intervenir et finalement aussi de nous dire, face à l'emprise commerciale que vous avez soulignée dans votre présentation liminaire, voilà, quel point de régulation, quel point d'entrée de politique votre candidat souhaiterait mettre en place? Alors, déjà, il faut sortir de l'idée que le numérique est un espace compliqué à réguler et hors de portée de pouvoir des États et des peuples. Ça, c'est un récit qui plaît beaucoup aux GAFAM, auquel beaucoup d'entre nous, malheureusement, croient énormément et qui ne vient pas de nulle part. Mais de manière assez contradictoire, c'est quelque chose d'assez ancien, qui vient aussi des pionniers d'Internet. Il y a quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est qu'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, qui est une des principales associations de défense des libertés individuelles et des libertés des utilisateurs, notamment face aux GAFAM, Barlow, a écrit en 1996, lors des premières lois en fait, qui régulaient aux États-Unis les télécommunications, a écrit une déclaration d'indépendance du cyberespace qui, à l'époque, était plutôt perçue comme quelque chose qui allait contre le pouvoir des États, qui mettait la main sur quelque chose qui était l'occasion d'une émancipation, et qui, en même temps, a matricé l'idéologie en fait, de la Silicon Valley. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, et qui aujourd'hui, c'est encore l'idéologie qu'ont les GAFAM et qui leur permettent de réagir de la manière dont ils le font quand effectivement on avance sur le DSA ou le DMA au niveau européen. Moi, sur la question du niveau de régulation, j'ai envie de me décaler un peu et de dire il n'y a pas seulement le national et l'européen, il y a aussi quelque chose à faire au niveau international. Parce que notamment, ce que je vous dis là sur cette indépendance des entreprises vis-à-vis des États, c'est quelque chose qui, dans ces dernières années, s'est pas mal développé. Je vais prendre un exemple, c'est celui de l'ICANN, qui est l'institut qui gère au niveau international, l'organisation qui gère au niveau international l'attribution des noms de domaine, qui jusqu'à il y a quelques années, 2016 je crois, a été en contrat avec le département du commerce américain, et qui a pris après avoir pris cette indépendance du département du commerce, est devenue une organisation totalement indépendante dans laquelle les États n'ont plus qu'une voix consultative. Et si les États n'ont plus qu'une voix consultative, ça veut dire que les peuples n'ont plus du tout de souveraineté sur la manière dont l'ICANN, donc qui encore une fois régule les noms de domaine, donc quelque chose d'assez important sur Internet, dont l'ICANN fonctionne. Et qui en fait dirige l'ICANN aujourd'hui, ce sont les entreprises qui y siègent, et donc en résultat les GAFAM. Nous, ce qu'on propose notamment, par exemple, si on parle d'échelon de régulation, c'est d'agir pour la création d'une agence à l'ONU dans laquelle on retrouve l'ICANN, dans laquelle on retrouve potentiellement l'IETF, qui est l'organisme qui s'occupe de standardiser les télécommunications à l'échelon international, et sur lequel il y a un enjeu aussi, puisque l'IETF, c'est des chercheurs qui travaillent ensemble, mais bon, dans les années 90, les chercheurs, c'était le CERN qui développait HTTP et qui proposait la première version d'HTTP à l'IETF, qui l'a proposé seulement en 96. Mais aujourd'hui, la deuxième version d'HTTP, ça a été développé chez Google, et finalement, qui a décidé ça? Toujours des ingénieurs qui siégeaient dans des comités à l'IETF, mais des ingénieurs de Google, de Facebook, de Microsoft, et c'est Microsoft et Facebook qui finalement ont tranché sur est-ce qu'ils acceptaient la proposition de Google ou pas. Et si on n'a pas de recherche publique qui se développe et qui investit ces cadres internationaux, eh ben on n'a pas de souveraineté non plus des peuples et des États sur la manière dont est gouverné Internet au niveau mondial. Donc il y a un échelon vraiment à ne pas oublier, qui est l'échelon mondial, et dont on n'avait pas du tout parlé jusqu'à présent, et qui nous semble très important. Oui, moi, je voudrais vous poser deux questions. La première, elle concerne le Web 3. L'un d'entre vous a prononcé ce terme, et nous, c'est quelque chose qui nous passionne à l'Institut McCourt. On pense que les technologies autour du Web 3, que ce soit la blockchain, que ce soit
les tokens, que ce soit les organisations autonomes décentralisées, portent peut-être en elles les solutions à bien des problèmes que nous rencontrons en tant que citoyens et internautes dans le web aujourd'hui. Et donc ma question, c'est quelle est votre vision du Web 3 ? Pensez-vous que c'est encore une fois une opportunité pour résoudre tous ces problèmes, ou en tout cas une partie de ces problèmes, ou au contraire, pensez-vous qu'il faut d'abord et avant tout réguler le Web 2, le web social, tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Quel est votre avis là-dessus ? Oui, vous m'entendez bien. Oui, j'ai parlé du Web 3 tout à l'heure parce que effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant et très novateur et qui est assez bien vu du grand public, parce que j'en parlais récemment. On a fait une visite avec Éric Zemmour chez Ledger, donc il y a un des licornes françaises. Il y a Sorare qui fait du NFT, et il y a Ledger pour ses clés, pour le crypto. Et en fait, on discutait du fait qu'il y a beaucoup de Français finalement qui pensent ne pas savoir ce que c'est la blockchain, pensent ne pas savoir comprendre ce que c'est les cryptos, et en fait quand on leur demande, ils savent à peu près ce que c'est, et suffisamment. Et il faisait une remarque intéressante également, c'est qu'il disait, voilà, quand vous demandez à quelqu'un de vous expliquer Internet, il n'a pas besoin de savoir exactement expliquer comment ça fonctionne pour en avoir une utilisation. Donc c'est pas parce que les gens ne comprendraient pas en majorité exactement le fonctionnement technique derrière qu'ils ne pourraient pas l'utiliser, que ça ne deviendrait pas une norme. Nous, ce qu'on pense sur le sujet, c'est qu'en fait, ça correspond à mon introduction, c'est qu'on va être très ouvert sur les possibles de demain. Parce qu'il y a toujours ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et effectivement, alors, ce serait peut-être un peu simple d'opposer, je l'ai fait tout à l'heure, une régulation du Web 2.0 avec une ouverture au Web 3. Mais le fait est qu'on a beaucoup d'acteurs politiques qui s'occupent de réguler le Web 2.0, et pendant ce temps, en fait, on est dépassé par les autres sur le Web 3. Et nous, notre idée, c'est de faire en sorte que on se dit qu'on a les moyens d'attirer les meilleurs en France pour développer. On a déjà des créatifs en France pour faire ça. On peut attirer les meilleurs profils pour faire de la France et au sein de l'Europe des champions du Web 3. Et alors on ne sait pas, en fait, il y a encore de l'inconnu. On ne sait pas si ça va permettre de résoudre tous les problèmes, un certain nombre de problèmes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Pour nous, c'est très important de se dire qu'en fait, il y a des utilisations demain qu'on ne verra pas et qu'on ne connaît pas encore. Et pour être maître là-dedans, pour ne pas être soumis aux États-Unis ou à la Chine, pour que la France et l'Europe puissent rayonner, il faut dès maintenant qu'on soit bon dans cette technologie-là. Voilà. Même si elles sont toutes nouvelles, même si on ne sait pas exactement où ça va, même s'il y aura des limites nouvelles plus tard, si on n'est pas maître maintenant, on subira encore. Et dans 15 ans, il y aura un nouveau débat Sciences Po et on dira qu'est-ce qu'on fait pour réguler le Web 3 et est-ce qu'on fait quelque chose pour le Web 4 ? Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, on soit en avance sur le Web 3 pour après se dire dans 15 ans à Sciences Po, bon, comment on a été en avance dans le Web 3, comment est-ce qu'on fait pour être en avance dans le Web 4 ? Un autre commentaire sur le Web 3 ? Oui, c'est marrant parce que vous avez commencé en disant on a été dans l'utopie du Web 1, puis après dans la désillusion, puis après dans l'utopie du Web 2 et ensuite dans la désillusion. Et c'est vrai que Internet, c'est toujours un fonctionnement par finalement décentralisation, puis après la contre-vague qui est une sorte d'hypercentralisation. Et donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on atteint la limite, il y a un nouveau web qui se crée. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on vit une nouvelle vague qui aura... on va passer de l'utopie à la désillusion, forcément, parce qu'on est toujours sur ces systèmes de vagues. Mais ce qui est vrai, c'est que à la fois sur les précédentes vagues, on peut se dire que la France n'a pas su anticiper. C'est-à-dire, elle s'est dit peut-être qu'on ferme les yeux sur comment ça arrive, ou on n'a pas forcément envie que ça arrive, et donc on n'anticipe pas et on ne se positionne pas sur les sujets. Et donc aujourd'hui, on a quand même effectivement la possibilité, avec nos acteurs français dans la FinTech ou autres, d'aller se positionner. Il faut le faire sur le Web 3. Et puis la deuxième chose, c'est que ça vient souligner un manque de compétences, comme je disais dès le début, chez notre régulateur, chez notre législateur, qui est que on n'a pas dans on voit bien que on est sur un enjeu de régulation. On ne peut pas dire, voilà, je sais ce qu'est la bonne régulation au Web3 aujourd'hui, parce que c'est trop nouveau, c'est trop disruptif. C'est pour ça que parfois on parle de ce qu'on appelle les bacs à sable réglementaires. C'est-à-dire qu'au même moment que la technologie évolue, eh bien, on vient tester des formes de régulation, on vient essayer d'accompagner le mouvement pour ne pas être dépassé. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on a un monde des régulateurs en France et aussi un peu en Europe qui n'est pas
qui n'est pas capable vraiment de suivre. Et c'est pour ça que nous, dans notre programme, on dit qu'il faudrait une école nationale du numérique pour avoir des cadres d'État qui sont parfaitement formés à suivre ces enjeux. On parle aussi d'un accélérateur des compétences numériques dans la fonction publique, parce que sinon, finalement, on a toujours un train de retard, et dans la compréhension, et dans l'accompagnement de nos acteurs économiques, et dans la régulation. Ma deuxième question, elle touche à la campagne électorale. Je pensais d'ailleurs qu'elle s'adressait à Samuel Lafont, mais en fait, je pense qu'elle s'adresse à chacun d'entre vous. Aux États-Unis, votre homologue de la campagne de Donald Trump a expliqué, et c'est largement documenté aujourd'hui, comment il poussait des variations, 50 à 60 000 par jour, d'un message politique vers une audience ultra segmentée grâce aux données personnelles que notamment Facebook générait sur les électeurs et des individus américains et qui sont des électeurs. Et que donc le jeu de la démocratie là-bas, et en fait ça touchait Donald Trump mais aussi ses concurrents démocrates, consistait à envoyer un message qui serait le plus à même, grâce à l'économie de l'attention, de générer un clic, un like et pourquoi pas un vote. Est-ce que c'est votre modèle en matière d'usage du numérique dans le cadre d'une campagne électorale, et est-ce que vous utilisez ce type d'outils et ce type de pratiques ? Alors, la question est assez précise pour le coup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même, il y a une certaine transparence sur les fichiers des électeurs. C'est-à-dire que chaque électeur peut bénéficier, en tout cas, en toute transparence, de récupérer le fichier des électeurs, donc un certain nombre de données personnelles qui sont accessibles à tous. Ça veut dire que derrière, il y a des entreprises privées qui utilisent ces fichiers à bon escient par le biais d'un data broker pour croiser différentes données par rapport Et en plus, c'est encore mieux, parce que si vous avez plusieurs éléments, le nom, le prénom, l'âge, la localisation, vous arrivez forcément à croiser au bout d'un moment avec une adresse mail, un numéro de téléphone. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que votre question est pertinente, il existe plein de solutions qui sont présentées, vendues à des équipes de campagne pour essayer d'envoyer soit un SMS bien ciblé, soit un mail bien ciblé en fonction des bureaux de vote, puisqu'après on fait une cartographie, etc. Donc moi, là-dessus, je connais un peu le sujet, mais je pense qu'il faut respecter la réglementation qui est la RGPD, et un mail de courtoisie en disant voilà, l'équipe de campagne de Anne Hidalgo veut communiquer avec vous et voudrait vous faire rentrer dans le donc ça s'appelle un contact régulier, c'est les termes dans la RGPD. Est-ce que vous le voulez, oui ou non? Ils refusent, du coup, ils ne recevront plus d'informations, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire que et c'est là où je suis gêné, par contre, c'est sur les ciblages qui sont captés sur les centres d'intérêt des plateformes comme Facebook ou autres, où là, je trouve qu'on ne demande pas l'autorisation aux gens, en fait. Donc voilà pourquoi votre question a du sens. Donc je pense qu'effectivement, là-dessus, moi, je pars du principe qu'il faut respecter la RGPD. Donc demander l'autorisation par courtoisie. Si c'est refusé, tant pis. Ça permet de tout simplement d'avoir une base clean sur les personnes qui sont intéressées pour recevoir de l'information. Et c'est beaucoup plus propre que mettre des tracts dans les boîtes aux lettres à tout va, alors que les gens ne veulent pas forcément en fonction du candidat. Non, mais il y a quand même des avancées positives de ce point de vue-là. Donc voilà un peu ce que je pouvais retour d'expérience. Mais est-ce qu'on utilise cette solution? On est en réflexion, effectivement, pour utiliser des solutions qui respectent la RGPD, tout simplement. Merci. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe avec la campagne de Donald Trump. Pour ce qui est de Yannick Jadot, je pense qu'on utilise ce que le cadre nous permet, notamment l'interdiction des publicités sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on ne va pas payer Facebook pour orienter des messages vers tel ou tel électeur ou électrice potentielle, dans la mesure où c'est interdit aujourd'hui en France. Mais ça m'amène sur la question de la désinformation sur les réseaux, parce qu'on parlait à l'instant de régulation, et donc c'est ça l'enjeu. La campagne de Donald Trump,
il y a un nombre très important de personnes qui, parce qu'elles suivent l'information sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont ciblées de cette façon-là, sont persuadées que Donald Trump a gagné l'élection présidentielle américaine de 2020. Ce n'est pas le cas. Aucun de ces recours n'a été accepté nulle part. Donc, ce que je veux dire, c'est que, au travers de votre question, moi, j'entends aussi la question la question de la désinformation, de la publicité massive en ligne, et c'est tous ces éléments-là qu'il faut être capable de réguler aussi dans le fonctionnement des plateformes aujourd'hui. On disait sur le Web 3, finalement, est-ce qu'on décentralise tout? Est-ce qu'on revient sur des plateformes centralisées? Aujourd'hui, nous avons des plateformes qui sont extrêmement centralisées et qui organisent une circulation de l'information sur des circuits très courts, et ce qui fait qu'on assiste à des phénomènes sociaux qui sont extrêmement préoccupants. Voilà l'enjeu de régulation qu'il y a aussi sur ces questions-là. Juste pour réagir, je pense que c'est une question extrêmement importante et qui est trop peu discutée dans les médias. En fait, j'ai l'impression qu'on nous montre toujours un grand écart. D'une part, on nous parle des techniques de Cambridge Analytica et consorts pour faire du ciblage avec des normes qui sont tout à fait différentes aux États-Unis de ce qu'on peut faire en Europe, et donc on ne fait pas du tout en France, du ciblage très précis selon les émotions, les passions, etc. Et de l'autre côté, on voit que le niveau, quand on parle de la campagne électorale, vous parlez souvent, alors je sais que j'en discute très souvent avec des journalistes qui suivent la campagne d'Éric Zemmour, d'essayer de les sensibiliser au fait que le numérique, c'est pas que les réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux, c'est pas que Twitter. Et que Twitter, c'est pas que les publications sur Twitter. En fait, qu'il y a un monde, et que souvent, ils parlent de 1% de l'iceberg. Et que c'est un vrai souci, parce que vous parliez au début du fait que ce qu'on discute pendant la campagne électorale, ça a un enjeu, ça permet d'informer les Français. Et donc, si à chaque fois qu'on parle du numérique, on revient systématiquement à qu'est-ce que vous avez fait sur Twitter, c'est très insuffisant. Alors que moi, je leur dis, vous savez, nous, dans la campagne d'Éric Zemmour, on a 5 piliers. Les 5 piliers, c'est la création de contenu, c'est la gestion des réseaux sociaux, c'est les sites, le réseau de sites, c'est l'emailing, c'est la gestion des contacts. Après, vous pouvez ajouter à ça la partie technique, support technique et le big data. Et ça, c'est les 5 piliers principaux. Et en fait, à partir de ces 5 piliers, on peut parler de l'ensemble de la campagne, on peut parler de la force de frappe, on peut parler du fait que comment est-ce qu'on se rend visible, comment est-ce qu'on parle aux Français directement. Et souvent, on reste à Twitter. Et même quand on parle de Twitter, on ne voit même pas les conséquences que des buzz sur Twitter peuvent avoir sur l'ensemble de la société. Typiquement, le cliché habituel, c'est sur Twitter, personne ne le voit. La réalité, c'est que quand vous avez un buzz sur Twitter, je prends l'exemple d'aujourd'hui, on a un article qui est sorti en Canard enchaîné sur un scandale concernant Emmanuel Macron sur les turbines nucléaires à Rabel. Eh bien, ce sujet-là, il est monté en tendance sur Twitter. Tous les gens qui sont sur Twitter l'ont vu, tous les influenceurs l'ont vu, tous les journalistes l'ont vu, et nécessairement, le sujet qui a buzzé sur Twitter, à la fin, il va se retrouver dans la PQR. Et souvent, en fait, on fait un distinguo qui est arbitraire entre les deux. On les explique qu'il y aurait le monde de Twitter et puis les autres, les Français partout dans le pays. Alors, non seulement les Français sont très connectés à Internet, malheureusement, ils n'ont pas une connexion suffisante partout dans le pays, et ça, justement, il faut l'améliorer. Ils sont quand même très connectés, et puis ils peuvent lire la PQR, voir ce qui se passe sur Internet. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut toucher les Français directement sur les réseaux, mais après, il y a une question de maîtrise de ce qu'on fait des réseaux sociaux. Et je pense que véritablement, cette campagne aura permis de faire un update, comme on dirait en mauvais français, des niveaux qu'on a dans nos campagnes politiques, parce que ça fait des années qu'on est très très en retard. Alors effectivement, en 2017, on avait vu la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui était au-dessus des autres, largement sur les réseaux sociaux, sur une partie du spectre, des 5 piliers dont je vous ai parlé. Mais pour les autres candidats, honnêtement, c'est pas faire insulte aux camarades qui sont à côté de moi que de dire qu'il y a un vrai retard dans ces campagnes numériques. Et nous, on sait très bien qu'on peut encore s'améliorer et qu'il y a encore des marches à gravir systématiquement. Alors on va passer la parole un instant à Gilles Maudroyer sur ces questions. Il y a d'ailleurs une question qu'on pourrait faire remonter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une campagne, je transforme ma question, une campagne numérique sobre. Voilà, mais voilà. C'est quand même un peu comique de dire qu'il y a un vrai retard des autres candidats sur le numérique quand la seule chose dont on a parlé jusqu'à présent, c'est de communication numérique, de choses assez classiques, de présence sur les réseaux sociaux qui se font déjà depuis de nombreuses années. Bon, nous, le numérique ne se résume pas du tout à ça dans notre campagne, puisque moi-même, je dirige une équipe qui a créé et lancé il y a 2 ans un réseau social et une application qui s'appelle Action Populaire et qui organise en fait la mise en réseau des militants. Enfin, c'est quelque chose sur lequel n'importe qui peut aller, poster un événement, poster un porte-à-porte, une distribution de tracts, et toutes les autres personnes peuvent voir quelles sont les actions disponibles autour de chez eux et chez elles, rejoindre un groupe, il y a une messagerie interne, etc. Il y a à peu près un peu plus de 30 000 utilisateurs aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans, donc on a vraiment bien anticipé dans notre campagne. C'est une application qui est
présente sur les stores d'Apple et d'Android dans la catégorie réseaux sociaux et qui n'est pas trop mal classée, y compris par rapport à d'autres applis commerciales de boîtes françaises ou étrangères. Donc je pense que là-dessus, nous dire qu'on est, on est en retard, alors que clairement, je pense que nous sommes ceux qui avons anticipé le plus cette question-là dans notre campagne. C'est un peu méconnaître notre campagne simplement, quoi. Après, sur la place qu'occupent les réseaux sociaux et la communication numérique dans les campagnes, enfin, notamment dans celle de Donald Trump, c'est en fait la question de la publicité sur Internet. Et à ce moment-là, on a deux réponses. Est-ce que la publicité sur Internet a influencé énormément la campagne de Donald Trump? Soit on répond oui, et ça veut dire que la publicité sur Internet, la publicité ciblée, etc., est quelque chose qui marche, quelque chose qui est très efficace, parce qu'ils ont accès à énormément de données personnelles. Et alors à ce moment-là, l'enjeu n'est pas tant de réguler seulement la politique que de dire c'est quand même un problème que des entreprises aient accès à tellement de données personnelles qu'elles puissent délivrer des messages aussi précis aux gens au point d'influencer le résultat d'une élection, parce qu'elles savent exactement ce qu'il faut leur dire. Donc à ce moment-là, c'est lutter évidemment contre la privation des données en allant plus loin encore que le RGPD, en empêchant de croiser des données entre plateformes, en empêchant de croiser des données entre applications appartenant à des mêmes entreprises, etc. Soit, et c'est l'autre hypothèse dont on parle beaucoup plus rarement, Cambridge Analytica a fait tout un buzz autour du fait qu'ils avaient influencé l'élection, mais c'est faux. La publicité sur Internet, la publicité ciblée ne marche pas tant que ça. Et tout ça est une bulle qui va éclater un jour ou l'autre. C'est aussi une hypothèse possible, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Mais l'expérience qu'on fait de la publicité sur Internet, enfin, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais moi, mon expérience personnelle, c'est 90% du temps, j'ai des pubs pour des choses que j'ai déjà achetées, parce que justement, j'ai eu le petit cookie de la boutique sur laquelle je viens d'aller. Et donc, il est fort possible aussi que tout ça soit surestimé, qu'on assiste en fait à une bulle avec un marché de la publicité sur Internet qui explose, et dont on commence à voir d'ailleurs que les tarifs de l'achat d'espaces publicitaires sur Internet baissent, et qui ont intérêt à maintenir les GAFAM, parce que c'est ça qui maintient leur profit. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va s'exploser, parce qu'on se rend compte que tout ça repose sur du vent et que ça ne rapporte pas d'argent aux entreprises. Il y a un ouvrage passionnant là-dessus qui s'appelle Subprime Attention Crisis de Tim Wang, et qui traite exactement de ce sujet-là, et que je vous conseille vraiment, qui est passionnant. Sylvain Réfo, vous nous aviez parlé au début de l'empreinte en fait écologique du numérique. Vous avez notamment cité les chiffres. L'ADEME a d'ailleurs sorti un rapport dernièrement qui pointait le fait que le numérique représentait aujourd'hui 3% de l'empreinte carbone en fait totale des Français. Donc je vais essayer de conjuguer deux des questions qui sont les plus importantes ici. Pour vous et pour votre candidat, quels sont les axes principaux d'une politique numérique sobre? Et comment est-ce que vous pourriez conjuguer ces enjeux d'une politique numérique sobre avec des enjeux d'une souveraineté numérique? Déjà sur la sobriété, vous avez 70 à 80% de l'impact écologique du numérique qui est causé par les terminaux. Et donc nous allons lutter contre l'obsolescence programmée, contre le fait que votre appareil, lorsque vous l'achetez, tout est fait pour que 3 ans après, le système d'exploitation ne soit plus capable de supporter les nouveaux usages qui vont dessus. Voilà un enjeu qui est absolument majeur si on veut être au rendez-vous. Ensuite, il y a la question de l'optimisation du réseau, le marketing massif en ligne. Combien d'emails vous avez de non lus dans votre boîte aux lettres en ce moment? Dizaines de milliers peut-être pour certaines personnes, parce que c'est des newsletters, des groupes, des machins qu'on ne lit pas. Et donc il y a une action de régulation à avoir sur cette question-là pour faire en sorte que les boîtes mail arrêtent de se remplir et qu'on arrête d'avoir des fermes de serveurs entières qui contiennent des éléments qui ne sont juste pas intéressants pour les personnes à qui ils ont été envoyés. Un aspect qui est important aussi, la publicité. Et donc, on a énormément de messages de marketing, mais c'est aussi la publicité dans la rue. Et nous sommes contre les panneaux publicitaires numériques. On nous agresse maintenant dans le métro, dans les trains, avec des panneaux publicitaires numériques. Nous souhaitons mettre fin à ça. Un panneau publicitaire numérique qui consomme autant qu'un foyer, une famille de 4 personnes. Pourquoi faire? Pardon, mais pourquoi faire? Et donc, à un moment où il faut qu'on soit vraiment très déterminé, si on veut tenir les objectifs climat, eh bien, mettons fin à la publicité numérique. Je pense que tout le monde s'en remettra et qu'on pourra revenir avec des affiches à certains endroits, des petites affiches à certains endroits bien choisis. Et puis, nous, on reprend aussi les propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui posait en fait la question
du débat autour des finalités de l'usage du numérique. Parce que je pense qu'il y a la double dynamique. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il faut suivre l'innovation, il faut être capable de se projeter et d'avoir de la recherche, des personnes qui travaillent sur différents sujets. Mais de l'autre côté, une fois que les technologies existent, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on va en faire. Et qu'il puisse y avoir des débats citoyens autour de cette question-là. Sur la 5G, les écologistes se sont fait beaucoup remarquer sur cette question-là. Notre demande, elle est simple. C'est juste qu'on ait une discussion pour savoir comment est-ce qu'on va prioriser ces usages-là et pourquoi est-ce qu'on commence par faire la 5G au centre de Paris avant même de finir la 4G dans certains territoires plus isolés. Voilà la façon dont on souhaite aborder ces questions-là. Et puis, dernière proposition, nous, on voudrait que les entreprises les grandes entreprises, les grandes organisations soient incitées à faire des économies d'énergie et on pourrait dire 5% de réduction de l'empreinte écologique des organisations à partir d'un certain seuil, évidemment, pour que tout le monde se mette en route pour faire des efforts sur ces questions-là. Et du coup, la question connexe, c'est la question de la régulation, c'est ça. Plutôt par rapport à la souveraineté. Est-ce qu'il est possible ? Et du coup, ça me permet de donner un argument, parce qu'on posait la question de la régulation tout à l'heure. Régulation nationale, régulation européenne. Moi, j'ai une autre régulation proposée, la régulation locale. Sur les réseaux, c'est un abandon total qui a été fait par le gouvernement de François Hollande sur la question de la régulation totale, de la régulation locale des réseaux. Les maires n'ont pas leur mot à dire sur l'implantation des antennes de téléphonie mobile. Ils n'ont pas leur mot à dire dans la plupart des cas, et en tout cas dans les zones les plus denses et les plus rentables, sur l'implantation de la fibre optique. Ce qui fait que paradoxalement, dans les banlieues, les endroits qui sont au cœur des métropoles les plus denses, vous avez des quartiers entiers qui aujourd'hui ne sont pas raccordés à la fibre optique, alors avec le télétravail, etc. Et les maires sont complètement démunis sur ces questions-là. Je pense qu'il doit y avoir aussi une question de régulation locale sur cet aspect-là. Dernier argument sur la régulation locale, c'est la question de l'implantation des data centers. Il en a été question dans la discussion sur le schéma de cohérence territoriale du Grand Paris. Il en est question aussi autour des questions d'aménagement à Marseille. Ce sont des infrastructures qui prennent de la place, qui prennent de l'énergie, parce que non, un data center, il faut l'espace de le mettre, et en plus, il faut amener une grande quantité d'énergie, de la fibre optique, et tout ça c'est sécurisé. On doit avoir une discussion sur la façon dont on souhaite organiser l'espace aussi du point de vue des centres de données. Voilà ce que je voulais partager comme idée en réponse à votre question. Alors, on a une question sur les monnaies numériques décentralisées qui, comme on l'a vu pour les deux candidats, ont causé des sources de polarisation, avec M. Lafont qui était contre et M. Riffaut qui avait plutôt mis en lumière les risques. J'aimerais m'adresser à vous, M. Bothorel. Alors, si M. Macron a plutôt montré son soutien à un écosystème d'innovation, quelles seraient pour vous les raisons, plutôt les restrictions, les régulations à mettre sur les monnaies numériques décentralisées ? Écoutez, je crois que moi j'ai été à l'initiative avec un certain nombre d'autres députés qu'on a nommés les crypto-députés, d'amendements qui étaient favorables à l'écosystème dans sa globalité, que ce soit celui des crypto-monnaies, que ce soit celui des ICO. J'aimerais d'ailleurs compléter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Le système régulatoire qui est en ce moment discuté en Europe, en fait, il prend exemple sur ce qui a été fait au niveau français par le régulateur français. Donc, bien évidemment qu'on aura un sujet de soutien par rapport à cela, tout comme on aura un sujet de soutien par rapport à la fintech en général. Enfin, globalement, les sujets de crypto-monnaie ne sont pas un cas isolé et un buzzword de plus dans un environnement numérique qui est totalement irrigué et inondé par un certain nombre de phénomènes qui demandent qu'à naître ou à être matures. Sur le cadre régulatoire des crypto-monnaies, moi j'assume, et je le dis, encore une fois, le candidat dira peut-être autre chose, puisque je ne suis pas là pour parler en son nom. J'appartiens à cette majorité sans jamais avoir défaillir. J'assume et je dis que par rapport à la musique qui existe par ailleurs sur les crypto-monnaies qui financerait le terrorisme, ceci et cela, je fais partie des députés qui rappellent assez régulièrement que le terrorisme est assez massivement financé par des billets verts plus que par des bitcoins. Si vous le permettez, quand même, j'aimerais rattraper un peu, pas de retard, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur à la fois le Small Business Act et d'autres points, et je ne veux pas laisser passer un certain nombre de choses. Sur le Small Business Act, mais en tout cas la préférence dans la commande publique qui permettrait de soutenir l'innovation française,
J'aime rappeler qu'il y a un cadre qui permet, ici on est à Sciences Po, j'imagine que vous allez étudier certains de ces aspects, qui permet déjà de déroger à un certain nombre de principes. Vous pouvez, si vous avez des clauses environnementales et sociales, privilégier une commande auprès d'un acteur sans vous faire taper sur les doigts et sans être en infraction par rapport au traité de l'Organisation mondiale du commerce qui fait obstacle aujourd'hui à la possibilité de faire un Small Business Act en France ou à l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nos cadres et de notre framework habituel, il n'y a pas la possibilité de le faire. Nous avons voté un principe de dérogation de soutien à l'innovation depuis 3 ans qui permet à la commande publique, sans publicité et sans appel d'offres, de faire appel à des marchés. Et on a relevé le seuil des 40 000 euros à 100 000 euros. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été convertis et qui sont tout à fait favorables à l'innovation. Enfin, quand on dit, et quand on fait le procès de la façon dont on a pu héberger les données de santé, venant de la part de quelqu'un qui représente la candidate d'Île-de-France qui s'est félicité de basculer l'ensemble de ses lycées sur Teams, je trouve qu'en termes de solutions de visioconférence avant le confinement, il y avait un peu plus français ou un peu plus européen que des solutions de type Teams. Et enfin, pour M. Lafont, 2 points. Il ne suffit pas de secouer les buzzwords dans l'air pour se dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui se réalisent. D'abord, sur le très haut débit, je vous invite à regarder les résultats d'un pays qui aujourd'hui fibre le plus rapidement de tous les pays d'Europe, avec des prix de forfait téléphonique qui sont les plus bas quasiment de tout du monde entier. Mais surtout, 54 milliards, c'est le pays à 4, c'est de l'argent qui va à destination des nanotechnologies, de la deep tech. Enfin, on n'a pas attendu que certains découvrent au travers de telle ou telle visite qu'il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels il fallait investir pour mettre de l'argent. Et ces fonds-là, c'est à la fois des fonds français, des fonds européens. Et il y a déjà beaucoup de choses de consommer. Et puisque vous parliez de Twitter, je vous invite quand même à pas trop abandonner Twitter. J'ai regardé un compte Twitter qui s'appelle la Tech pour Zemmour, qui date de 2016. Je pense qu'il a été ripolliné depuis l'entrée en campagne de votre candidat. Et comme il pointe sur un site web qui fait à la fois le mix entre du complotisme sur les vaccins, mais aussi la dénonciation de la taxation des services du numérique, refilant ainsi les arguments des lobbies de type Institut Montaigne, je suis tout à fait surpris que ces comptes-là viennent servir les propos d'un candidat qui défend tel ou tel axe de sa campagne avec une référence à un site web qui dit le contraire. Pour vous répondre directement, je te laisse la parole après Nelly. Il n'est pas question de buzzword en fait, il est question de volonté. Ça devrait parler à votre candidat, enfin qui n'est pas encore candidat, parce que ça l'a bien aidé en 2017. Il a montré qu'il avait une volonté et qu'il pouvait aller au bout. Il a permis, en étant soutenu, il a réussi à être élu président de la République. Pourquoi j'insiste sur ce mot de volonté ? C'est parce que c'était pareil pour nous au début de la campagne. C'était est-ce que ça va être possible ? Tout le monde disait que ce serait impossible qu'Éric Zemmour dépasse les 3%. Si on veut. Si vraiment on montre aux gens qu'on veut, on peut. Et c'est principal, c'est pas question de dire des buzzwords, c'est qu'effectivement, si on laisse le Web 3 passer et qu'on ne réagit pas maintenant, eh bien, il sera trop tard. C'est simplement ça. Le deuxième point, vous me parlez d'un compte Twitter. J'ignore de quel compte Twitter vous me parlez. On a des milliers de comptes Twitter qui ne sont pas des robots, parce que Éric Zemmour est très soutenu dans la population et que dès le départ, en fait, pour tout vous dire, moi j'ai commencé à faire campagne en mars 2021. Donc depuis mars 2021, j'ai un compte à rebours en me disant il faut qu'on fasse le maximum jusqu'au second tour de la présidentielle. Donc pas de vacances, pas de week-end, rien du tout. Il faut qu'on arrive à mettre en place le plus d'outils possible et la plus grande force de frappe possible pour défendre Éric Zemmour sur Internet. Et le fait est qu'on est ravis d'avoir énormément de Français qui nous soutiennent partout dans le pays, que ce soit sur le terrain physique ou sur le terrain numérique. Alors je suis désolé. Il faut quand même répondre, parce que quand on a une attaque, il faut quand même répondre. Non, mais alors une réalité à rappeler qui est que effectivement nous avons un objectif de 50%, ce que vous n'avez même pas, qui fait que notre ENT est fait avec une start-up française. Ce qui fait, alors, votre gouvernement dont vous êtes très dissocié, ou votre candidat dont vous êtes très dissocié, que nous avons distribué des ordinateurs aux lycéens et ils ont été faits par une entreprise française alors que le ministère travaille avec Apple. Donc nous avons encouragé des acteurs franciliens et nous avons les résultats puisque ça a été fait dans la région Île-de-France. Par ailleurs, pour ce qui est du confinement, alors vous dites qu'on a basculé sur Teams, mais moi je vous dirais, je suis mère de famille. Je crois que pendant le confinement, on a montré quand même à quel point... Eh bien, moi, je vais vous dire, vous savez ce que c'est comment les parents ont vécu le confinement. Ils se sont dit, finalement, on n'a pas du tout su utiliser le numérique pour éduquer nos enfants. Par contre, nos enfants, ils sont complètement en proie des prédateurs comme TikTok. Et moi, je trouve que, comme vous savez, on a dit, Valérie Pécresse, c'est la candidate des familles. Il y a un enjeu majeur qui est qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants
par rapport au numérique. Parce que la réalité, c'est que quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte que très jeunes, ils sont complètement dans les plateformes très très tôt, et qu'en même temps, il n'y a rien qui a été fait pour envisager le numérique dans l'éducation des enfants de manière positive, de manière régulée. Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu d'enseignement qui a été tiré du confinement et de la manière dont on a géré l'école pendant le confinement. On s'est dit, on va juste essayer de ne plus jamais refermer les écoles. Et je crois que nous devrions lancer au contraire une concertation pour se dire comment on met le numérique au service de l'éducation, comment on évite d'avoir des étudiants qui ont été dans une situation de déperdition pendant des mois parce qu'ils ont été abandonnés chez eux et qu'on ne savait pas organiser les cours à distance. Et je crois que là-dessus, le retour d'expérience n'a pas été fait et qu'il sera de la responsabilité de le faire parce que j'espère qu'on ne sera pas jamais reconfiné, mais en tout cas, on doit réadapter ces usages dans l'éducation, de la petite éducation jusqu'à l'enseignement supérieur. Je peux dire rapidement quelque chose sur les crypto-monnaies? Oui, bien sûr, très rapidement, puisque c'était le sujet. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le Web 3. J'ai développé un réseau social, mais je ne sais pas non plus ce que c'est que le Web 2. Il y a une technologie qui est celle de la blockchain, sur laquelle on s'interroge aujourd'hui, sur est-ce qu'il faut investir dedans. La blockchain, ce n'est pas non plus quelque chose d'inexplicable, c'est une technologie, s'il fallait la résumer très simplement en 2 mots, c'est une base de données, c'est une vieille technologie qui existe depuis longtemps, sauf qu'au lieu qu'elle soit hébergée sur un serveur, tout le monde peut l'avoir. Et donc là-dessus, on a créé quelque chose qui s'appelle les crypto-monnaies, qui sont littéralement, on écrit un livre de compte sur cette base de données publique pour savoir quelles sont les transactions et combien possède chaque personne de l'actif en question. Jusqu'à présent, les usages pertinents de la technologie blockchain, autres que les crypto-monnaies et qui peuvent être très utiles au bien commun, on n'en a pas vu encore se développer massivement. L'intérêt qu'il y a dans ces technologies, même si souvent on se cache derrière la question de la décentralisation, etc., il reste aujourd'hui malgré tout beaucoup sur de la spéculation, etc. Et donc on est quand même très probablement face à une bulle aussi où il y a un surinvestissement dans le domaine qui va nous exploser à la figure à un moment ou à un autre. Les crypto-monnaies, bon, ça pollue, ça doit être régulé, etc. Mais il y a un autre enjeu dessus dont j'ai envie de parler parce que vraiment il est complètement absent des débats publics. C'est les dégâts sociaux que ça crée aussi. Un peu similaire aux paris sportifs dont on a commencé à parler il y a quelques mois dans les médias. Il y a énormément de gens, et ça nécessiterait d'être mesuré d'un peu plus près, qui par les crypto-monnaies, parce que c'est un bien hautement spéculatif, mais auquel on a facilement accès, des gens qui sont précaires, qui investissent leurs quelques économies dans les crypto-monnaies dans l'espoir d'un gain rapide, et qui, en réalité, perdent les 500 € qu'ils avaient réussi à mettre de côté et qu'ils ont investi là-dedans en espérant qu'ils seraient multipliés par 10. Il y a probablement quelque chose à faire là-dessus, des dégâts sociaux dont on ne mesure pas encore l'ampleur, dont on verra les résultats dans 2-3 ans, quand on aura des études là-dessus, mais il y a probablement aussi des campagnes de prévention à faire sur ce sujet, de la même manière qu'on doit réguler les paris sportifs, qu'on doit réguler les loot box dans les jeux vidéo avec des gens qui achètent beaucoup des jeux de hasard qui ne disent pas leur nom, qu'on voit partout en fait dans l'économie numérique. Il y a quelque chose à faire là-dessus et probablement un désastre social qui couve et dont on ne voit pas encore l'ampleur. Merci beaucoup. Alors je vais poser une dernière question avant de passer le micro à la salle. Monsieur Botorel en parlait, avec la pandémie de Covid et le confinement, nombre de personnes, et notamment des agents publics, ont dû transitionner en fait vers des outils numériques qui étaient souvent américains, Google Drive, Teams ou Zoom. Aujourd'hui, j'aimerais du coup vous poser cette question, Monsieur Cardon. Est-ce que vous constatez que l'administration publique est aujourd'hui révèle une forme d'impuissance en fait dans le domaine numérique, et du coup, comment est-ce qu'on pourrait développer une expertise numérique de l'État aujourd'hui? Très bonne question. En tant qu'ancien chef de projet où je répondais à des marchés publics pour vendre des solutions, j'ai bien compris que c'était un sujet sur lequel l'État passe plus, enfin en tout cas pas l'État, mais en tout cas l'ensemble des collectivités et l'État passe plus de temps à réfléchir à ce qui, je dirais, l'aspect graphique des solutions plutôt qu'à l'aspect technique. Non mais c'est assez malheureux. Du coup, là-dessus, je pense qu'il faut investir dans la R&D. Il faut mettre des moyens. Ça a été dit tout à l'heure sur... je pense que le sujet aussi de la blockchain et de la crypto, il faut qu'on ait une stratégie nationale pour
en tout cas réfléchir comment on s'empare du sujet, notamment aussi sur les finances publiques, puisque on va vite se faire dépasser par les événements. En tout cas, sur le fait que l'État soit impuissant face aux multitudes de solutions existantes, bon, c'est un constat. Maintenant, c'est comment on sort de ça. On avait répondu entre guillemets à la question sur notamment la commande publique est un levier. On peut encadrer en tout cas les offres, labelliser aussi les offres qui paraissent à la fois sécurisées, sobres. Enfin, voilà. Donc vous voyez qu'on peut, par le biais de la commande publique, orienter et du coup se refermer sur des offres un peu plus américaines qui ne sont pas forcément adaptées à ça. Donc vous voyez, il y a des astuces par le biais de la commande publique. Alors j'invite les journalistes présents dans la salle et divers représentants des médias à se manifester. Et si vous le souhaitez, à venir ici pour poser vos questions aux candidats, aux représentants des candidats. On a tous été candidats. Il faut... Oui, un énorme merci à tous pour cette réunion sur un sujet, et ça c'est vrai, qui est peu abordé dans la campagne présidentielle. Mais je voudrais vous poser une question et ensuite évoquer deux choses. La question est pourquoi, en ayant bâti le Minitel, la France n'est pas venue sur un Google? Comment on a loupé un truc où nous étions innovants? Deuxième chose, il n'y a pas que les réseaux sociaux, etc., etc. Mais il y a une chose en France, c'est l'énorme complexité administrative, des milliers de règles, des milliers de données. Et donc, il y a encore la croyance pour certains que le numérique va permettre de continuer à gérer l'administratif avec ces milliards de données. Est-ce que c'est possible de centrer autour de la question? On a beaucoup de questions encore à poser aux représentants des candidats. Oui, oui. Je vous évoquerai, moi, pour la famille monenfant.fr, qui est un site qui donne les données pour les droits, et un autre que j'ai détecté à Sciences Po, Futurness, qui guide les jeunes pour l'éducation. Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Aucun problème, merci. Ce que je propose, c'est qu'on prenne les questions du public. Comme ça, les représentants des candidats pourront réfléchir en fait, aux réponses à apporter. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on a beaucoup parlé de Web3 ce soir, mais des choses plus simples comme par exemple le logiciel libre, l'open data ou les communs numériques, dont on a vu l'utilité par exemple pendant la crise du Covid sur l'open data et sur le logiciel libre, la question de faire émerger des solutions numériques, par exemple de visioconférence pour rebondir sur ce qui a été dit. Voilà. Quelles sont vos propositions sur le sujet? Bonjour, Laura Kelly de Poetico. Vous en avez un peu parlé au début, mais est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes favorable à ce que les travailleurs des plateformes soient requalifiés en salariés? On vous propose avec ces questions-là de faire un dernier tour de table en reprenant rapidement et des réponses aux questions qui vous ont été posées. On peut commencer dans l'ordre inverse, si vous voulez. Madame Royer. Sur les questions qui ont été posées, oui, on a effectivement peu parlé de logiciel libre, alors que c'est quelque chose d'assez central, surtout dans notre programme. Avant de répondre là-dessus, donc notre programme L'Avenir en commun, où il y a pas mal de propositions numériques, il est déjà disponible en librairie. Et sur notre programme numérique, on va aussi avoir un programme plus détaillé, comme sur en fait toutes nos thématiques qui va sortir dans les prochains jours. On va avoir un livret thématique numérique qui sera disponible sur le site mélenchon2022.fr, où vous aurez toutes les propositions détaillées. Il est en cours de finalisation. Sur le logiciel libre, c'est effectivement quelque chose de central, notamment sur la question de la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas
d'avoir des data centers en France. Si les data centers font tourner des logiciels d'hébergement de données qui sont des logiciels Microsoft, on n'est pas totalement souverain et on ne sait pas à quel point il peut y avoir des backdoors, etc., avec tous les scandales qu'on a vus dans ces dernières années sur les moyens qui étaient prêts à mettre les États-Unis pour parvenir à leur fin. Donc il faut du logiciel libre, c'est-à-dire du logiciel que tout le monde peut auditer, du logiciel qui est disponible pour tout le monde, du logiciel qu'on peut partager, qu'on peut modifier, etc., qui puisse servir en fait à développer notamment ce qu'on propose, un service de cloud français hébergé sur des serveurs de droit français qui soit disponible à la fois pour toutes les entreprises qui le souhaitent en France, qui soit obligatoire pour les services publics et pour un certain nombre de secteurs stratégiques, et qui soit aussi disponible pour l'ensemble des citoyens français, de la même manière qu'on propose un accès à Internet minimal garanti pour tout le monde, on propose aussi un accès au cloud garanti pour tout le monde qui soit basé du coup sur du logiciel libre. Malheureusement, ce logiciel libre, on n'a pas forcément aujourd'hui tous les logiciels qui répondent à tous les besoins, et c'est aussi pour ça qu'il faut radicalement changer une logique qui malheureusement vient aussi de la manière dont c'est construit le logiciel libre, c'est-à-dire qu'il faut que l'État ait le courage de développer directement du logiciel libre là où il y a des besoins qui sont identifiés, de salarier des développeurs ou en tout cas de payer des entreprises pour le faire. Et donc on propose de créer soit au niveau national, soit au niveau européen, même si on a d'autres partenaires qui sont d'accord parce que l'Allemagne le fait déjà un peu, une agence de développement du logiciel libre qui identifie les besoins économiques qu'on peut avoir, les manques de fonctionnalités qu'on peut avoir sur des logiciels existants et qui contribue directement au logiciel libre. Parce qu'aujourd'hui, un logiciel comme Linux, c'est formidable, hein, le noyau Linux, ça fait fonctionner un système d'exploitation qui fait fonctionner la plupart des serveurs web sur lesquels sont hébergés les sites web que vous visitez aujourd'hui. Malheureusement, le noyau Linux, il est développé à 90% par des salariés d'entreprises privées et plus qu'à 10% par des bénévoles et absolument pas par la puissance publique. Donc ça veut dire qu'il répond à des besoins qui sont avant tout des besoins de ces entreprises qui y mettent des sous. Et là, on a des besoins qui répondent à des objectifs d'intérêt général. Il faut que l'État soit directement contributeur et il faut que la puissance publique contribue directement au développement du logiciel libre. Merci beaucoup. Sur le Minitel, je crois que c'est le modèle économique du Minitel finalement qui a fait qu'il n'était pas capable de suivre le mouvement. On était sur une plateforme qui cherchait à faire une marge sur l'ensemble des services, alors que Internet est arrivé et on était dans une décentralisation complète. Et finalement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, on est en train de retrouver cette dynamique-là d'une certaine manière. Et pour le coup, c'est la façon dont le ministère des Télécoms s'est projeté sur ces questions-là qui pose question. Ensuite, sur le Web3, je vais vous faire une confidence. Moi, jusqu'à ce matin, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, du coup, je vais suivre avec attention vos travaux. Moi, j'entends effectivement qu'il y a la discussion sur la blockchain comme technologie. La blockchain, ça a été très bien décrit, je te remercie beaucoup de la façon dont tu l'as présenté. C'est un outil pour fabriquer de la confiance. Et donc ça peut marcher pour faire des votes, pour faire des transactions et donc des monnaies. Nous, on est défenseurs des monnaies complémentaires, alternatives, et notamment des monnaies locales, des monnaies spéciales pour acheter des légumes, des monnaies avec lesquelles on ne peut pas thésauriser. La blockchain peut être un outil, mais voyons-le comme un outil et pas comme une stratégie globale ultra technologique. Le logiciel libre, évidemment, les écologistes soutiennent depuis toujours les logiciels libres et ça devrait être le cœur de la stratégie de l'État. Et donc il y a une stratégie sur le cloud souverain de l'État. Alors Microsoft n'est pas du tout recommandé par l'État, donc c'est quelque chose qui va bien. Après, il faudrait que tous les développements qui sont faits par l'État, par les collectivités locales, soient faits avec des logiciels libres. C'est l'Adulact, une association de collectivités locales qui développe des outils libres, qui dit 1 euro investi par une collectivité publique, ça doit être 1 euro pour l'intérêt général. Et donc tous les codes qui sont développés spécialement pour des acteurs publics, ils devraient être ouverts immédiatement pour que tous les autres puissent les utiliser. Il y a aussi des questions de mutualisation entre collectivités qui sont extrêmement importantes. Open data, évidemment, open code. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre que le gouvernement soit condamné pour que le code de Parcoursup soit ouvert et qu'enfin on puisse comprendre comment est-ce que les enfants et les jeunes sont inscrits à l'université. C'est un droit, l'open code. On devrait savoir à quelle sauce on est mangé
lorsqu'on est trié ou lorsqu'on a quelque chose qui est important pour nous, qui dépend d'un algorithme. Et enfin, sur les plateformes, il y a il y a un élément de mon parcours qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, c'est que je suis président du syndicat qui gère Vélib. À Paris, je suis extrêmement sensible sur ces questions-là, et j'ai eu l'occasion de dire à maintes reprises que les personnes qui font de la livraison de repas à domicile devraient être considérées comme des salariés de Uber et Deliveroo et bénéficier à ce titre d'un outil de travail pour exercer. Merci Monsieur Réfo. Du coup, Monsieur Lafont, s'il vous plaît, pour les futurs représentants, si vous pouvez être concis dans vos réponses. Oui, je vais être très rapide. Tout d'abord, le programme d'Éric Zemmour sur le numérique est en ligne. Vous pouvez aller sur le site zemmour2022.fr, programme. Vous avez les différentes verticales du programme, et notamment tout en bas, vous avez le programme numérique. Vous avez la slide programme, vous aurez les slides constats qui arrivent très prochainement. Moi, ce que je retiens là, de nos échanges derniers, des questions, c'est la question de la complexité administrative. Et je reboucle avec ce que je disais au début. Je pense qu'on a systématiquement en tête l'idée de développer des champions, de développer un cloud souverain. Je pense qu'on est nombreux d'accord là-dessus. Mais il ne faut jamais oublier que Internet, ça peut être une chance, c'est une chance, mais ça va être une chance pour tous les Français. Et donc, il faut absolument que systématiquement, on ait à l'esprit qu'il faut équiper le territoire national, la France périphérique, la France rurale, au maximum. Parce que souvent, les débats, là, on est à Sciences Po, on fait le débat, on est à Paris, on n'a pas de problème de connexion. Mais en fait, ce n'est pas le cas partout en France. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore trop de Français qui ont du mal à développer leur créativité, à utiliser leur créativité, à développer leurs compétences, peut-être même dès le lycée à se lancer dans le numérique, simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne connexion. Et donc ça, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit pris en compte, parce que... on est des millions en France, on a la possibilité de créer des champions avec des Français qui viennent des quatre coins de notre pays, mais il faut pour ça, pour le numérique, qu'on ait dès maintenant à cœur d'équiper au maximum le territoire. Et en fait, on en parle trop peu. Et je pense qu'on a les questions du web de demain, donc je vous parlais du web 3, de ce qu'on fait, de positionnement de l'État sur le blockchain, sur les cryptos, comment on voit ça, est-ce que c'est quelque chose de juste pour les jeunes qui boursicotent, ou est-ce qu'en fait ça permet d'autres usages ? À mon avis, il faut prendre ça au sérieux. Mais il y a vraiment un enjeu sur l'équipement numérique en général et les connexions pour tous les Français. Alors, je vais commencer par monsieur, parce que moi, j'ai un roman que j'ai lu qui s'appelle Comédie française d'Éric Reynard, et qui parle d'un ingénieur qui s'appelait Louis Pouzin et qui avait posé les bases d'Internet jusqu'à ce qu'on lui coupe les financements de recherche en 1974. Et c'était l'époque où était également abandonné le projet d'aérotrain. Et donc ça montre bien que quand on veut s'imposer dans une technologie et quand on veut avoir des grands champions industriels, il faut qu'il y ait une volonté de l'État. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'effectivement, on l'a vu, il y a beaucoup de... On est toujours entre menaces et opportunités, on est toujours entre phase d'objet, être objet de prédation ou être en état d'émancipation. Et je trouve que la question des data le souligne bien, parce que on voit bien à quel point nos datas sont utilisées et monétisées. Avec la question des datas, c'est aussi comment on crée plus de services et on les met au service d'une vie citoyenne, on le met au service à la population. Donc il y a du travail là-dessus. Nous, c'est vrai que nous avons créé au niveau de la région une plateforme qui s'appelle Smart Service. C'est un des plus gros agrégateurs de données, parce qu'on pense que les données, elles doivent être aussi utilisées, mises au service du citoyen par la puissance publique. Et puis moi, je trouve que c'est un outil... de démocratie, puisque, vous voyez, je suis élue au Conseil de Paris, en très vive opposition avec Anne Hidalgo de manière quotidienne, et c'est quand même grâce à l'open data sur les arbres que j'ai pu dire que cette municipalité écologiste, elle avait un bilan sur sa mandature de plantation d'arbres de moins 1200. Et donc, je trouve que d'avoir de la donnée, ça permet aussi de rendre plus compte de ce qu'est notre action politique et de ce que sont les actes. Et puis, ensuite... Le sujet est complexe, mais à chaque fois, je crois qu'on a montré qu'on était dans ce sujet de comment on crée le rapport de force avec des grands acteurs qui sont aujourd'hui en situation de monopole. Ça doit se faire à tous les niveaux, et ça se fait aussi dans les protections des droits des salariés. Et donc, ça se fait dans... Et il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais je l'évoquerai très rapidement, qui est la réparabilité
des téléphones, parce que si aujourd'hui on ne peut pas faire du réusage, du reconditionnement, c'est parce qu'on nous dit que c'est impossible et qu'il y a un gros lobbying qui est fait par ceux qui ont le monopole et que c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Et comme on l'a fait dans la filière automobile, il faut aussi utiliser un marché des pièces secondaires et le reconditionnement. Voilà, rapidement. Effectivement, donc pour revenir sur le logiciel libre, il est vrai que les collectivités, l'État soient exemplaires en la matière, ça me paraît une certaine logique, en particulier dans l'éducation nationale aussi, pour justement former nos jeunes Français dès le plus jeune âge à l'utilisation de ces logiciels. Après, il y a effectivement d'en faire aussi la promotion. Je crois que Framasoft est déductible des impôts à 66%, donc il faut faire comprendre en tout cas. Non mais je fais exprès de faire de la. Il y a du monde, donc autant le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que chaque consommateur, chaque Française et chaque Français, puisqu'ils malheureusement aujourd'hui on vit sur le net, et donc on subit aussi le marketing à tout va et excessif parfois. Donc en tout cas, ce qu'il faut avoir conscience derrière, c'est qu'il faut que chaque consommateur se responsabilise et valorise cette possibilité, cette voie, le logiciel libre. Parce que si nous on le fait pas, malheureusement, on restera dans un marché qui sera contrôlé par les GAFAM. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et plus on est nombreux, mieux on arrivera en tout cas à rééquilibrer cela. Sur la question qui a été posée sur les travailleurs des plateformes, effectivement, moi je pense sincèrement que ça me paraît aussi là être du bon sens, que ces auto-entrepreneurs doivent avoir les mêmes droits que tous les salariés et qui en tout cas ils aient accès à une protection sociale, à un SMIC, donc à un montant je dirais plutôt raisonnable, même si je peux parler, mais de l'augmentation du SMIC, ça me paraît essentiel au vu de la flambée des prix que les Français subissent. Et aussi, donc c'est par le biais de la loi qu'il faudra en tout cas obliger aux plateformes de déclarer que ce sont des salariés, parce qu'en fait c'est malhonnête en soi, puisque ils ont normalement un auto-entrepreneur doit avoir plusieurs clients, enfin entreprises. C'est quand même ça le principe. Et là aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont segmentés à un gros client qui est parfois Deliveroo ou Uber Eats. Donc juste revenir au sens du statut d'auto-entrepreneur et donc par ce biais-là assumer clairement un salariat de manière pure et simple. Voilà ce que je pouvais dire. La première question, oui, sur pourquoi la France a été innovant sur le Minitel et s'est fait balayer d'un revers de manche par un moteur de recherche qui s'appelle Google, puisque en plus aujourd'hui je crois que 94% des Français utilisent ce moteur de recherche. On a eu encore toujours une aventure sur un moteur de recherche qui était lancé par une start-up nantaise, Quant, mais malheureusement c'est par les habitudes, et je pense que c'est aussi à nous de transformer nos habitudes vis-à-vis de ça. Là, vous voyez, le chiffre, il est quand même juste flagrant, quoi. Plus de 90% des Français utilisent le moteur de recherche Google. Donc, vous voyez qu'il y a bien un problème, et il y a une sensibilisation à faire de ce point de vue-là pour rééquilibrer tout ça. Voilà. Oui, je vais essayer d'être bref aussi. Revenir vite fait sur l'environnement pour dire qu'il n'y aura pas de transition environnementale s'il n'y a pas de numérique. Regardez la consommation d'eau de la ville d'Angers depuis qu'elle a déployé des capteurs. Ça permet de placer ça par rapport à la façon dont on a abordé ce sujet tout à l'heure. Sur le Minitel, c'est dommage qu'il soit parti directement sur TCP/IP en fait, parce qu'en gros ça s'est joué là. D'un côté, les Américains avaient déjà des pratiques très développées, notamment sur le champ universitaire avec les bulletin board systems. Je pense que vous avez suivi ces affaires-là.
et vous rajoutez finalement une maturité de la technologie avec une capacité à exporter sous forme de standard ce protocole qui a été ensuite utilisé par d'autres sous d'autres formes, et puis bien évidemment le soutien de l'État américain, de l'administration américaine, de l'armée dans finalement la propulsion de ces systèmes d'information. Ce qui fait que Minitel, on peut faire la même chose sur Radio Club 2000, on peut dire la même chose de Bebop. Voilà, il y a eu des tas d'expériences françaises qui n'ont pas toujours été des succès. Il y a aussi des expériences françaises qui parfois ont été des succès. Malheureusement pour le Minitel, ça n'a pas été le cas. Enfin, il y a quelques hackers qui s'amusent d'ailleurs à récupérer des vieux Minitel pour essayer de les émuler sous forme de PC aujourd'hui. C'est assez rigolo à voir. Logiciel libre, open data. Écoutez, moi, je pense qu'on n'a pas tout réussi dans ce quinquennat, et le truc qu'on n'a certainement pas réussi, c'est de faire le service après-vente des trucs qu'on a fait passer, parce que j'ai entendu les expressions précédentes, mais l'agence du logiciel libre, elle existe. En fait, c'est inspiré de l'open source programme Office britannique, et c'est juste la traduction d'une recommandation que j'avais formulée à la suite du rapport que j'ai remis au Premier ministre. Je crois que c'est la recommandation numéro 34. Je me tourne vers mon collaborateur qui est dans la salle, mais je crois que c'est celle-là. Et donc, cette open source programme Office existe, et tant mieux. Et donc, il y a des choses qui ont été faites dans le domaine. Sur l'open data, on a libéré de plus en plus de jeux de données. On continuera de le faire. C'est pour moi totalement indispensable. C'est comme ça qu'on luttera contre des phénomènes qui sont des phénomènes qui font qu'il faut lutter contre les verticalités d'origine des données pour pouvoir manager des données qui vont permettre de faire face à des pandémies, à des crises environnementales. Regardez la pandémie, on a eu besoin des données de l'eau d'assainissement. Qui pouvait écrire d'avance que l'eau d'assainissement allait nous renseigner sur l'évolution de la pandémie? Donc moi, je suis un fou furieux de l'open data. Je l'ai rappelé sur les champs d'éoliennes à Saint-Brieuc lundi. Il faut que ces données soient publiques, et c'est comme ça aussi qu'on associera au mieux les citoyens à la prise de décision. On a beaucoup parlé de régulation. On s'est beaucoup posé des questions sur la régulation du Web 3.0. Posez-vous la question de la régulation par la data, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites là-dessus. Sur les travailleurs des plateformes, et ce sera le dernier point, moi je veux bien faire le bonheur des gens contre leurs souhaits, mais ils sont 80% à ne pas vouloir être salariés. Alors pour le coup, il y a un certain nombre de textes qui sont passés là aussi récemment sur les travailleurs indépendants, et notamment l'individualisation des droits sociaux qui leur ont été octroyés, mais je me garderai bien de vouloir faire à tout prix rentrer dans le cadre salariés, et donc de clauses de subordination entre un patron et un indépendant pour des gens qui revendiquent qu'ils sont plutôt bien dans un régime d'indépendance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à progresser, notamment sur la rémunération salariale. Chers toutes et toutes, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses se dire. Voilà, on peut applaudir, je crois, vraiment. On a aussi évidemment de la frustration parce qu'il y a plein d'autres choses dont on aimerait parler, mais je pense que vous avez toutes et tous fait vraiment passer quelque chose ce soir. Alors, on me demande voilà, le sondage que nous avons fait auprès de vous montre que la question quand même de la souveraineté numérique européenne est venue en tête avec la fracture numérique et la régulation, et que finalement les thèmes du numérique et du Web 3 sont venus après, mais il est probable que ça reflète un état de préoccupation sans doute très différent. Et je vais passer la parole à Scheherazade pour qu'elle conclue notre session. Un grand merci. Merci beaucoup Dominique, merci Jacques-Henri, merci Alex, merci Ryan, et surtout merci à vous tous d'être venus. On est vraiment ravis d'avoir pu mettre ce sujet sur on the agenda, comme on dit en anglais, et je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Ce qui est formidable dans le débat, si je puis dire, c'est qu'il y avait beaucoup de sujets transcourants. On sent qu'il y a beaucoup de... Et ça, c'est formidable d'avoir aussi des débats qui vont au-delà des clivages et qui sont une réflexion. Donc, merci beaucoup d'y avoir contribué. N'hésitez pas à venir nous visiter pour les étudiants. On est dans le pavillon innovation. Et puis, regardez notre site régulièrement. Nous allons avoir pas mal d'informations. On va aussi bientôt annoncer les différents grants qu'on a donnés aussi bien à Sciences Po qu'à Georgetown, avec des chercheurs pluridisciplinaires pour travailler sur les sujets du Web 3, de blockchain, des Decentralized Autonomous Organizations, comme on dit. Tous ces sujets très techniques, mais qui feront partie sûrement de notre réalité très bientôt. Merci encore, merci pour ce débat vraiment très enrichissant. Merci Dominique, merci Jacques.